Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Pierre Tessier et je serai votre animateur ce soir. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que je ne suis pas un employé de la ville, ni de l'arrondissement de Montréal, ni d'un arrondissement de la ville de Montréal, mais plutôt un citoyen de Montréal et un professionnel des communications à qui on a confié le mandat d'animer la séance d'information de ce soir. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation pour cette séance d'information qui porte sur l'aménagement des voies cyclables sur les rues Hochelaga et du Havre. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous rappeler quelques principes de base, en fait, de cette séance d'information virtuelle. Tout d'abord, nous ne pouvons ni vous entendre ni vous voir. Les caméras et les micros sont éteints, sauf pour moi, l'animateur et les intervenants qui prendront la parole ce soir, intervenants et intervenantes. La fonction clavardage ou encore chat que vous voyez au bas de votre écran, elle est désactivée. Nous vous invitons à poser vos questions via l'outil questions-réponses, donc le Q et R ou encore Q et A si votre ordinateur est configuré en anglais pour question and answer, selon la configuration évidemment de votre appareil. La séance de ce soir, elle est enregistrée et elle sera disponible prochainement sur le site montréal.ca ou sur la page du projet. Alors, les présentations seront effectuées ce soir en français. Si une question a été posée en anglais, elle sera lue dans cette langue, mais sera répondue en français et je traduirai la question ou la réponse selon les besoins. So the presentation tonight will be in French. If a question has been asked in English, we will answer it either in French and I will translate it for you. Permettez-moi maintenant de vous présenter le programme de la soirée. Tout d'abord, dans quelques instants, je vais céder la parole à Mme Sophie Moserol, qui est conseillère de la Ville de Montréal et responsable du transport et de la mobilité, qui va vous souhaiter officiellement la bienvenue. Son intervention sera suivie de celle de M. Pierre Lessard-Blais, qui est maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Et j'en profite également pour saluer M. Eric Caldwell, qui est conseiller de la Ville de Montréal et président du conseil d'administration de la STM, qui s'est joint à nous ce soir. Merci beaucoup de votre présence. Et enfin, la première partie en fait, de la présentation, elle va porter sur l'ensemble du projet d'aménagement de l'axe cyclable Hochelaga et de sa planification. Et nous allons aborder le concept du projet, évidemment, notamment les nouveaux aménagements qui seront réalisés en 2025. Et nous présenterons ensuite la nature des travaux qui sont prévus cette année, l'échéancier et les mesures d'atténuation qui sont prévues, entre autres, pour la circulation et le stationnement, un sujet, je sais, qui vous est cher. Après ces présentations, on va terminer la soirée, évidemment, avec une période de questions et d'échanges d'environ 45 minutes. Et si tout se déroule comme prévu, on devrait terminer la rencontre vers 20h30. Voilà qui complète mon introduction. Pour débuter officiellement la soirée, j'ai le plaisir d'inviter Mme Sophie Moserol, qui est conseillère de la Ville de Montréal et responsable du transport et de la mobilité, à vous souhaiter officiellement la bienvenue. Merci beaucoup, Pierre. Bonsoir tout le monde. Oui, évidemment, je suis ici à titre de responsable des transports et de la mobilité, mais aussi comme élu local, comme élu de Sainte-Marie, là, dont le projet va concerner aussi. Ça me fait bien plaisir, là, à Pierre et moi, d'être avec vous ce soir pour vous présenter un projet sur lequel on travaille depuis vraiment longtemps. Et les élus de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et les élus de Ville-Marie, là, on reçoit depuis plusieurs années des demandes d'apaisement, des demandes de sécurisation. Vous savez, la rue Hochelaga, en ce moment, elle est pas très conviviale. Les voitures roulent assez rapidement et c'est une rue là, qui est parsemée de parcs, qui est parsemée d'écoles, qui est parsemée de CPE, de garderies. Donc, beaucoup de citoyens et citoyennes là, qui nous demandaient depuis longtemps de venir faire un aménagement et on est extrêmement fiers de pouvoir vous présenter cet aménagement-là ce soir. C'est un aménagement là, qui va évidemment permettre là, au transport collectif de bien performer sur l'axe, mais on va aussi venir ajouter une voie cyclable pour sécuriser les déplacements actifs. Et vous verrez là, dans le courant de la présentation, là, il y aura des interventions aussi aux intersections pour vraiment là, apaiser la circulation et s'assurer que tous les usagers et usagères de la route soient en sécurité. Donc, on a bien hâte de vous présenter ce projet-là, puis on sera là pour entendre vos questions, vos commentaires, vos préoccupations sans plus tarder. Je ne sais pas si Pierre, je vous repasse la parole ou je passe la parole directement à M. Lessard-Blais. Vous pouvez la passer directement à M. Lessard-Blais, si vous voulez, Sophie. Super. Alors, je passe la parole à mon estimé collègue, le maire de Mercier-Hochelaga Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais, pour un petit mot aussi. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup d'être là, tout le monde, ce soir. C'est très apprécié. En effet, ça fait des années qu'on se fait parler, des élus dans MHM comme dans Ville-Marie
Hochelaga, c'est une rue qui est dangereuse, surtout si tu as le plaisir d'habiter entre la rue Hochelaga et Sherbrooke. Tu es vraiment pogné comme entre deux autoroutes urbaines où est-ce que tu peux pas laisser tes enfants marcher jusqu'au parc, aller à l'école. C'est dangereux de traverser cette rue-là, la rue Hochelaga. Donc, ça fait des années qu'on y travaille. Moi, mes enfants allaient au CPE Alter-Épi, là, sur Sherbrooke, pardon, sur Chambly, entre Sherbrooke et Hochelaga, à côté de l'école Sainte-Jeanne d'Arc. Traverser cette rue-là, ça a toujours été terrible. Bref, le projet de ce soir, le corridor de mobilité durable, va permettre d'apaiser la rue Hochelaga, va permettre donc de sécuriser les traverses nord-sud pour les piétons, parce qu'on le sait, dans le secteur, il y a des écoles, il y a des parcs, nos parcs très populaires, Préfontaine avec le nouveau skatepark, les stations de métro, le parc La Lancette qui est ultra populaire. On a plusieurs institutions, le parc à chiens aussi, et ça fait des années là, que nos citoyens nous parlent de cette situation-là. En fait, quand on regarde le premier plan local de déplacement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, qu'on a adopté en 2018, tout de suite après mon élection, mais en fait, où est-ce que les consultations avaient eu lieu avant mon élection, on parlait déjà d'apaiser la rue Hochelaga et d'y mettre un lien de transport actif, un lien cyclable. Donc, c'est tout dire que ça fait longtemps que c'est dans les cartons. On est très fiers de travailler là-dessus. Ce soir, on ne va pas particulièrement aborder le sujet, mais on a vu beaucoup de citoyens qui posaient la question, pourquoi vous ne le faites pas sur de Rouen, pour que ça serait mieux, il me semble. Mais sur de Rouen, il y aurait eu beaucoup plus grand impact pour les automobilistes, une plus grande perte de stationnement. Et il aurait fallu, pour avoir un lien cyclable de qualité qui est demandé depuis des années, il aurait fallu enlever une voie automobile, il aurait fallu enlever du stationnement. Et bref, l'impact sur les automobilistes aurait été beaucoup plus grand que sur Hochelaga. Surtout que, gardons en tête que la rue piétonne de la rue Ontario est extrêmement populaire pendant l'été. Donc, si on mettait Rouen sens unique, ben, on perdait l'axe qui nous permet de faire passer les autobus là, pendant la rue piétonne. Donc, la rue Hochelaga, notre projet de ce soir permet d'apaiser le secteur, de rendre ça plus sécuritaire pour quand on traverse à pied nord-sud, tout en permettant un meilleur axe cyclable qui est demandé depuis des années et une meilleure performance des autobus dans le secteur. On le sait que dans Hochelaga, on a besoin d'autobus qui sont efficaces. Donc, tout ça, tout ce projet, un 3 en 1, est permis par le projet qu'on vous présente ce soir. Donc, merci à tous les experts de la ville qui se sont déplacés pour présenter le projet aux citoyens ce soir. Un gros merci à Sophie Moserol qui a soutenu le projet depuis des années et sans sa collaboration, ce projet-là n'aurait jamais pu avoir lieu. Donc, un immense merci tout le monde. Bonne soirée. On vous écoute maintenant. Merci à vous, Monsieur le maire Pierre Lessemblin, ainsi que Madame Sophie Mosera. Ben, écoutez, on va entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire j'invite maintenant M. François Godefroy, qui est le chef de section à la division planification des réseaux et programmation aménagement au service de l'urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal, à vous présenter le projet. Il y aura une série de collègues là, qui vont prendre la parole à tour de rôle. Merci, donc bonsoir à tous. Merci d'être là et donc je vais vous présenter donc effectivement le justificatif et la planification du projet sur la rue Hochelaga. Est-ce que c'est possible de déplacer les diapos? Voilà. Donc, ce soir, en fait, d'entrée de jeu, ce qui est important de rappeler, c'est que le projet s'inscrit dans le cadre des différents plans et politiques de la Ville de Montréal. Donc, on peut penser au plan d'urbanisme et de mobilité, plan climat ou encore plan d'action Vision Zéro. Donc, ces différents plans et politiques qui ont été adoptés ou qui sont en cours d'adoption visent notamment, par exemple, à augmenter significativement les déplacements en transport actif et collectif dans les prochaines années. Ça vise aussi, par exemple, pour le plan climat, de dédier plus que 30% de l'emprise publique aux infrastructures vertes, à la mobilité durable d'ici 2050. Et vous allez voir, c'est important dans ce projet-là, vraiment le plan Vision Zéro de prévenir les décès, les blessures graves, parce que c'est un axe vraiment qui est très accidentogène. On va le voir juste après. Donc, le projet, en fait, il est travaillé entre la rue Follum et l'autoroute 25. C'est un corridor de 6,5 km. Donc, les grands objectifs, on en a parlé d'entrée, les élus ont fait la présentation, mais c'est vraiment augmenter la sécurité des usagers, des usagers du transport actif. Donc, améliorer l'expérience de marche, sécuriser les traverses piétonnes et aménager le lien cyclable continu.
On va le voir après un petit peu le détail du lien cyclable. C'est important aussi de conserver par contre l'efficacité du transport collectif. Donc le projet n'inclut pas directement des mesures préférentielles pour bus. Par contre, vous allez voir, il y a certains aménagements ponctuels qui sont prévus pour s'assurer de conserver l'efficacité des bus sur l'axe. Et finalement, comme le disait Monsieur Le Sarblay, c'est important d'apaiser la rue Hochelaga. Donc cette rue fait effectivement office là de fracture urbaine. Vraiment, elle limite énormément les déplacements nord-sud et donc le projet va permettre de remédier à ça. Autrement, considérant que le projet est long, 6,5 km, il a été phasé. On n'a pas le choix, on ne peut pas faire des projets aussi longs d'un seul bloc. Donc, la première phase qu'on vous présente ce soir va vraiment de la rue du Havre au boulevard Pineuf. On va voir le justificatif juste après. Vous voyez en grisé, c'est les phases subséquentes. Donc, on peut penser, et ça peut encore être sujet à changement, mais ce qui est visé, c'est que la phase 2027, ce serait entre Dixon et Viau, puis en 2028, entre Viau et le boulevard Pineuf. C'est pourquoi ces dates-là, c'est qu'on a toutes sortes d'arrimages à faire avec différents projets de partenaires, des grands projets. Donc là, on cherche les créneaux pour pouvoir implanter ces différents projets-là. Vous noterez aussi dans le secteur complètement à gauche de l'écran, phase en validation. C'est le tronçon qui concerne vraiment entre Folum et du Havre. Le tronçon a été travaillé par les équipes techniques. Par contre, on est en arrimage en ce moment pour voir quel est le moment le plus opportun pour le déployer. Il faut savoir qu'il y a plusieurs travaux qui s'en viennent aussi dans ce secteur-là, sur la rue Folum. Et donc, on cherche là vraiment quel est le créneau le plus idéal pour réaliser le projet. Alors, au niveau du justificatif du projet, on a eu déjà plusieurs éléments de réponse de la part des élus, mais on revient sur le justificatif du lien cyclable. Pourquoi un lien sur Hochelaga? Premier élément, c'est que c'est vraiment le seul lien qui est continu entre Folum et la 25. Donc, comme vous voyez sur la carte, il n'y a pas d'équivalent vraiment dans le réseau. On a au nord, par exemple, la rue Rachel, où il y a effectivement des aménagements vélos. Par contre, comme vous voyez, le trait bleu, là, il s'arrête en fait au niveau du jardin botanique et du parc de Maisonneuve. Le lien ne continue pas sur la rue Sherbrooke. Et Sherbrooke, il y a déjà des voies réservées pour les autobus, il y a déjà beaucoup de pression véhiculaire et routière, donc c'est pas évident d'ajouter un lien vélo. Au sud, comme on voit, il y a une discontinuité de presque toutes les rues en fait. La prochaine rue qui est continue, c'est Notre-Dame. Donc il n'y a pas d'autres rues sur lesquelles on peut implanter un lien cyclable continu pour relier les différentes portions de l'arrondissement. Donc c'est vraiment pour cette raison-là que le choix a été fait de la rue Hochelaga. Mais autre élément important, c'est que l'axe Hochelaga, il est vraiment stratégique au niveau de la desserte. On regarde, en ce moment, on a à peu près 375 000 personnes qui résident à moins de 10 minutes de l'axe à vélo. Donc, c'est un bassin de population important qui, donc, c'est des usagers potentiels de l'axe. Et ça, c'est très important dans le cadre d'ajouter de la mobilité durable dans le secteur. Mais autre élément, comme vous voyez sur la carte, tous les petits points de couleur qu'on voit, ce sont les générateurs de déplacement. On peut penser en orangé, ce sont les établissements d'enseignement. Donc, on va desservir beaucoup d'écoles, écoles secondaires, écoles primaires, où on va donner directement accès à des usagers et en fait à des écoliers avec une piste cyclable protégée. Il y a aussi des garderies, des CPE, vous voyez, des lieux de culte et, comme on le mentionne tout à l'heure aussi, des pôles publics d'intérêt, différents parcs, par exemple, ou qui sont à proximité du secteur. Donc, c'est vraiment stratégique cet axe-là dans la desserte cyclable. Autre élément, et en fait non le moindre, ça concerne vraiment les accidents. C'est un axe extrêmement accidentogène dans l'arrondissement. Vous voyez, entre 2015 et 2021, donc on a recensé 3 décès sur le secteur, on a plus de 15 blessés graves, 330 blessés légers, et puis plus de 700 dommages matériels dans différentes collisions. Ça, c'est vraiment critique, ce qui nécessite vraiment d'intervenir sur cette rue-là. Clairement, le gabarit n'est pas approprié pour les usages qui sont en ce moment faits. Élément important aussi à mentionner, dans la priorité qui a été donnée au tronçon 2025, oui, il y a tout ce qui concernait l'arrimage avec les autres travaux, mais vous voyez, on a privilégié le secteur où on a recensé le plus de décès, le plus de blessés graves, et là où il y a la plus grande concentration de population. Donc, c'est pour ça qu'on commence vraiment entre du Havre et le boulevard Pineuf, mais l'objectif, c'est vraiment de poursuivre après. Alors, quand on a fait la planification du projet, il y avait 2 grandes familles de solutions qui étaient possibles. La première famille de solutions que vous voyez en haut à droite, ça consistait à vraiment maintenir la fluidité véhiculaire, garder les voies de circulation et implanter le lien cyclable en venant vraiment essentiellement retirer l'ensemble du stationnement sur l'axe. La deuxième option, c'est celle d'en dessous. En fait, on garde une voie par direction avec, vous allez voir, certaines baies de virage aux intersections, mais on préserve du stationnement. Mais en fait, le stationnement a une double fonction. Il permet d'accommoder la logistique, la livraison, l'accessibilité pour les résidents riverains, mais aussi de faire une zone tampon. Ça éloigne la circulation encore plus des trottoirs et des cyclistes.
Parce qu'il faut noter que ce projet-là, ce n'est pas un projet de reconstruction complète de la chaussée de façade à façade. Donc, on vient insérer un projet rapidement avec, vous allez voir, du marquage, de la signalisation et certains travaux civils ponctuels. Donc, ce stationnement-là a une double fonction qui est intéressante. Puis, pour finir, lorsqu'on a travaillé le scénario, on a rencontré différentes parties prenantes. On a rencontré les commerçants, mais on a rencontré différentes institutions. Puis, de façon presque unanime, tout le monde voulait la deuxième option pour maintenir donc cette accessibilité et ce stationnement-là. Donc, ça nous amène à la solution qui a été retenue puis qui va vous être présentée par mon collègue Hugo dans quelques instants. C'est vraiment un repartage de la rue où on vient dédier 50% encore de l'espace à la voiture et au stationnement, mais on a un 50% de la rue qui va maintenant être dédié au mode de transport durable et au verdissement. Donc, on garde une voie par direction, un stationnement de chaque côté, et donc 70% des espaces de stationnement vont pouvoir être maintenus dans cette solution-là. Puis, dernier élément important à préciser, c'est que la limite de vitesse va pouvoir être réduite à 30 km/h du fait qu'on rétrécit vraiment l'espace de chaussée, l'espace de circulation. Ça vient vraiment permettre de réduire la vitesse. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est Hugo qui va vous la présenter, vraiment tout le détail d'aménagement de ce projet-là. Merci François. Merci à tous aussi d'être présents. Ça fait vraiment plaisir de présenter le projet ce soir. Donc, la présentation des aménagements, va se faire en trois parties. La première, ça va être le projet sur Hochelaga, donc entre Du Havre et Desjardins, qui est une rue à l'est de Pineuf. Ensuite, on va parler plus précisément des abords des stations de métro. Puis finalement, on va parler de la rue du Havre entre Hochelaga et Sainte-Catherine. Donc, la première portion, c'est Hochelaga. Donc, la situation actuelle, c'est une voie qui est très utilisée par les automobiles. On voit sur les photos, là, c'est quand même un contexte qui est routier avec beaucoup de débit. Comme François le disait, là, deux voies de circulation dans chaque direction, en plus d'une voie de stationnement, puis la limite de vitesse qui était permise à 50 km/h. Donc, ici, on a une vue à la rue Chambly vers l'est. Puis les prochaines diapos, c'est une vue qu'on a fabriquée à l'ordinateur pour vous présenter le projet un peu mieux. Donc, voici ce à quoi ça va ressembler. Euh, Comme mon collègue François disait, la principale caractéristique du projet, c'est de se faire en marquage Bollard, donc de façon assez rapide. Ça pour faire place à des travaux. Dans le futur, il y a certains besoins là, qui doivent être accommodés. Donc, pour le projet de 2025, il y a des travaux civils à certaines intersections, mais majoritairement des travaux en marquage Bollard, donc assez rapides. On voit sur l'image différents éléments. Donc, premièrement, évidemment, les voies cyclables unidirectionnelles de chaque côté de la rue. Il y aura des bordures de protection à certaines intersections, là où on veut réduire le rayon de virage des véhicules, notamment pour la sécurité. Comme mon collègue disait, la limite permise va être diminuée à 30 km/h. Il y aura le maintien du stationnement, puis des îlots refuges à certaines intersections. Donc, si on veut s'attarder à l'apaisement de la circulation, comme je disais, la circulation va être réduite à 30 km/h, pardon, mais c'est pas seulement avec des panneaux, il y aura vraiment des aménagements qui vont faire que les conducteurs vont naturellement diminuer leur vitesse là, dans le tronçon Hochelaga. Donc, notamment une réduction de la largeur des voies. Donc, il va y avoir un peu plus de friction, ça va faire ralentir les gens. Il y a aussi des refuges piétons. Donc, de chaque côté de la rue, mais aussi, comme on voit, un peu comme sur Saint-Denis, des refuges piétons au centre de la rue. Euh, Ça fait que les traversées sont un peu plus faciles pour les piétons. Puis, ça fait un élément qu'il faut éviter. Donc, le conducteur doit dévier de sa voie de circulation naturelle. Donc, ça rend les gens conscients de leur conduite, de leur vitesse aussi. Dans les portions où il y aura des stations de métro, il y aura aussi des avancées de trottoirs pour réduire la longueur des traversées piétonnes. Puis, comme je disais, des refuges piétons au centre de la rue. Ici, on a une vue en plan. C'est une intersection un peu standard là, dans Ville-Marie, surtout avec des saillies. Donc, on voit l'aménagement qu'il y aura à ce type d'intersection-là. Comme je disais, là, il y aura les voies cyclables de chaque côté, unidirectionnelles, le maintien d'une voie dans chaque direction, l'ajout de bordures de béton aux intersections, le maintien de stationnement de chaque côté de la rue, puis il y aura aussi une bonification des feux de circulation aux intersections où il y a déjà des feux de circulation.
Ici, on a une intersection où il n'y a pas de saillie, donc c'est un peu différent. On voit à quoi ça pourrait ressembler les refuges piétons là, aux intersections où ils ne sont pas au centre, donc de chaque côté de la rue. Donc, on voit encore l'aménagement de voies unidirectionnelles de chaque côté de la rue en bordure de trottoir, le maintien d'une voie dans chaque direction, l'ajout des refuges piétons. On voit à droite complètement de l'image le relâchement de la piste. Il y aura deux types d'arrêts d'autobus le long du projet. Il y aura, comme on voit ici sur l'image, un relâchement de la piste là, pour que l'autobus ait se stationner, si on veut, le long du trottoir pour faire l'embarquement-débarquement. Il y aura aussi certains endroits pour des questions opérationnelles et de sécurité où ce sera plutôt des quais d'autobus. Donc, ça sera surélevé au niveau du trottoir. Puis les usagers du transport en commun vont traverser la piste pour se rendre sur un quai afin de faire l'embarquement et le débarquement vers l'autobus. Puis, on voit encore le maintien du stationnement de chaque côté de la rue. Donc, ici, il y a quelques photos pour mieux illustrer certains concepts que j'ai expliqués. Donc, première en haut à gauche, l'ajout de pistes cyclables unidirectionnelles en marquage avec des bollards. Il y aura aussi, on voit des bordures de béton, là, que c'est des bordures préfabriquées qu'on vient ancrer dans l'asphalte. On voit les traverses piétonnes à mi-bloc, là, comme sur Saint-Denis. Ça va ressembler pas mal à ça. Les quais d'autobus qui vont être de type temporaire à plusieurs endroits. Donc, on voulait le présenter là, en bas à gauche. Sinon, en bas, au milieu, c'est le relâchement de la voie cyclable. Donc, c'est un peu comme sur Christophe Colomb. Puis les refuges piétons là, en béton coulés cette fois-ci qui vont être implantés. Euh, donc, la deuxième portion de la présentation de l'aménagement, c'est pour les stations de métro. Il y a des besoins différents puis des enjeux différents aussi là, aux stations de métro. Donc, il y avait notamment le besoin d'une cohabitation sécuritaire entre les différents usagers et usagères. Il y avait le besoin de quais d'autobus universellement accessibles permettant un embarquement sécuritaire, mais aussi et surtout un espace d'attente pour les autobus puis une voie de circulation véhiculaire dans chaque direction. Donc, aux stations de métro, les autobus doivent faire du battement, donc attendre de 5, 10, 15 minutes pour retrouver le bon timing avec leur parcours. Donc, on ne pouvait pas se permettre que l'autobus bloque la circulation. Donc, il fallait vraiment dégager les autobus de la voie de circulation. Donc, il y avait un besoin de réaménagement un peu plus important aux stations de métro. Euh, donc, la situation actuelle, en haut, on voit la station Joliette, puis en bas, la station Préfontaine. Donc, un peu comme le reste de l'axe, c'est deux voies de circulation dans chaque direction on voit un autobus qui est en attente, justement. C'est une grande fréquence d'autobus avec un grand nombre d'usagers usagères, là, notamment la station Joliette qui est très, très utilisée pour aller notamment sur Saint-Michel, mais les deux stations de métro, il y a vraiment beaucoup de montants descendants là, vers les autobus. Donc, c'est des terminus d'autobus. Comme je disais, les autobus attendent quelques minutes pour retrouver le bon créneau vers leur parcours. Actuellement, il n'y a évidemment aucun aménagement cyclable, aucun stationnement dans ces tronçons-là et il y a peu de verdissement aussi. Ici, on a une vue en plan de ce à quoi ça va ressembler. Je vais m'attarder à certains points là, pour l'expliquer. Donc, en premier lieu, il y a le maintien des arrêts d'autobus existants. Donc, il y avait certains arrêts qui sont à l'ouest de la... ici, on voit la station Joliette, là, c'est un exemple, mais il y aura les arrêts d'autobus seront conservés à leurs endroits actuels. À la station Joliette, notamment, il y aura l'ajout d'une station Bixi électrifiée. Donc, c'est une station où les vélos électriques pourront être rechargés plutôt que Bixi doivent changer la batterie. Donc, ça va rendre le service Bixi encore plus efficace dans le secteur. Il y aura l'ajout de pistes cyclables unidirectionnelles. On le voit là entre un quai d'autobus et le trottoir. Il y aura présence de plaques podotactiles là, pour que ce soit bien clair pour tous les usagers. Puis tout ça est au même niveau que le trottoir pour que la transition se fasse bien entre le trottoir, pardon, et le quai. On voit à droite de l'image un exemple d'avancée de trottoir. Donc, quand le stationnement n'est pas permis, bien, on peut se permettre d'avoir une avancée. Donc, le piéton peut se rendre plus loin dans la rue avant de faire sa traversée, ce qui en diminue la longueur. Il y aura l'ajout d'îlots de protection en béton coulé. L'ajout de beaucoup de plantations, là, notamment justement dans les avancées de trottoir. Puis partout où on pouvait, là, on a ajouté le plus de plantations possible. Puis, dans tout le tronçon, devant les stations de métro, il y aura une reconstruction des trottoirs qui sera faite là, dans ces tronçons-là. Donc, encore une fois, quelques photos pour expliquer certains concepts. Donc, en haut à gauche, une voie cyclable unidirectionnelle qui est à mi-niveau. Ensuite,
au milieu, c'est un quai d'autobus qui est plus permanent, donc en béton. On voit bien les plaques podotactiles là, qui le rendent visible et compréhensible pour tous les usagers. Il y aura certaines fosses de verdissement comme en haut à droite. La station Bixi électrifiée. Ici, on a un exemple de station plutôt standard, mais ça ressemble beaucoup. Ça permet de recharger les vélos, comme je disais. En bas, au centre, il y a une avancée de trottoir qui diminue la longueur de traverse. Puis finalement, l'ajout d'îlots de béton en béton coulé qui protège les usagers. En troisième lieu, donc pour finir la présentation des aménagements, on va parler de la rue du Havre. Donc, il y avait vraiment un besoin de sécurisation des déplacements à pied et à vélo dans ce secteur-là, notamment nord-sud. Il y avait aussi un besoin d'apaisement de la circulation véhiculaire, puis une meilleure connexion vers un pôle civique important, là, la station des métros Frontenac. Il y a Jean-Claude Malépa. Il y a plusieurs la bibliothèque notamment. Il y a un pôle civique important dans ce secteur-là. Ça faisait une meilleure connexion avec les commerces, parcs, écoles et institutions du secteur. Donc, ici, on va commencer par le sud de la rue Ontario. Donc, le projet est un peu divisé en deux. Au sud de la rue Ontario, la rue est un peu plus large. Ça va permettre de conserver deux directions, en fait. Donc, la voie cyclable va être aménagée à l'est, comme on le voit sur la coupe de droite. Ça va être une voie cyclable bidirectionnelle cette fois, à l'est, comme je disais. Puis, c'est quand même efficace une bidirectionnelle dans ce secteur-là parce qu'il n'y a presque pas d'intersection. On est au nord d'Ontario, le long du parc. Euh, je ne m'en rappelle plus, mais ça va me revenir. Donc, on est le long du parc. Puis, au sud d'Ontario, on est le long du centre d'achat puis certains grands terrains. Donc, il n'y a presque pas d'intersection. Donc, c'est quand même vraiment une situation qui est quand même adéquate pour l'aménagement d'une voie cyclable bidirectionnelle. On conserve une voie de circulation dans chaque direction, donc les deux directions, puis une voie de stationnement à l'ouest de la chaussée. Il y a le retrait, évidemment, une voie de stationnement. C'est la même chose au nord de la rue Ontario. Donc, on retire une voie de stationnement. Mais dans ce cas-ci, la rue est un peu plus étroite. On retire aussi une direction automobile. Donc, il y aura une mise à sens unique de la rue vers le nord entre Ontario et Hochelaga. Encore une fois, la voie cyclable bidirectionnelle du côté est de la chaussée. Il y a la conservation d'un côté de stationnement, puis notamment les stationnements avec vignette, le S3R, qui seront repartagés dans le secteur là, avec la voie qui est conservée, mais aussi ailleurs dans le secteur pour conserver le nombre. Donc, on conserve une voie de circulation. Ça va permettre, entre autres, de sécuriser l'intersection Hochelaga du Havre qui avait été reconnue par plusieurs, là, notamment la garderie qui est juste à côté comme risquée et accidentogène. Donc, on vient l'apaiser beaucoup. On retire beaucoup de manœuvres à cet endroit-là. Avec la mise à sens unique de du Havre au nord de Ontario, ben, il y aura une modification de certains circuits d'autobus, donc notamment la 185 sur Sherbrooke et la 85 sur Hochelaga. Donc, au lieu de descendre par du Havre, la descente vers le sud se fera via d'Iberville pour les deux circuits d'autobus. Donc, en terminant, juste rappeler les bénéfices là, de la voie cyclable sur Hochelaga et sur du Havre. Donc, ça permet un repartage, une sécurisation de la rue en faveur des déplacements à pied et à vélo. Il y aura une amélioration de la santé publique. Il y a l'aménagement d'un lien cyclable structurant qui va permettre de relier plusieurs arrondissements. Puis, il y aura l'apaisement de la circulation automobile dans des quartiers qui sont densément peuplés. Donc, merci. Je passe la parole à mon collègue Amine. Bonjour à tous. Merci Hugo. Donc encore une fois, merci de votre présence, très très apprécié. Donc là, je vais présenter la portion travaux. Donc je me présente, Amine Saïdi, ingénieur. Je suis le chargé de projet pour la portion réalisation du projet. Donc on va commencer avec la portion nature des travaux. Donc, en gros, les travaux incluent, en fait, c'est des travaux de marquage de signalisation écrite pour la mise en place des pistes cyclables unidirectionnelles sur Hochelaga et de la piste bidirectionnelle sur du Havre. Nous avons aussi de l'installation de bordures et de bollards pour protéger les pistes cyclables. Donc, vous voyez l'image en haut de l'écran, ça représente en fait une bordure préfabriquée qu'on va installer sur le tronçon.
Les travaux incluent également la construction de fosses de verdissement. Donc, il y a une photo au bas de l'écran qui montre la fosse. On va aussi ajouter des îlots en béton aux intersections qui n'ont pas de feu de circulation pour sécuriser les traverses des piétons. Nous allons aussi ajouter des quais à certains arrêts d'autobus, et notamment des quais en béton, proches, en fait, là où se trouvent les stations de métro Joliette et Préfontaine. Nous allons aussi faire une bonification des feux de circulation ainsi que l'ajout d'une station Bixi à proximité de la station Joliette, comme mentionné par Hugo tout à l'heure. Euh, donc là, on passe à l'échéancier et la séquence de réalisation. Donc le début des travaux, en fait, le projet est prévu pour débuter en mai 2025. Il est prévu se terminer en décembre 2025, ce qui donne une durée de 7 mois. Pour ce qui est de la séquence de réalisation, donc on va passer de l'ouest vers l'est. Donc le projet est censé débuter vers à l'intersection du Havre et sur la piste cyclable qui est sur du Havre. Euh, et en fait, le projet est prévu se terminer à Desjardins et Hochelaga. Donc, vous voyez à l'écran ici, on montre 5 étapes, mais en fait, les étapes ont été simplifiées pour donner une meilleure vue d'ensemble de la séquence de réalisation. Donc là, on passe au type d'entrave à prévoir et stationnement. Donc, pour la plupart, en fait, lors des travaux, on aura pour la plupart des fermetures partielles avec maintien d'au moins une voie de circulation par direction. Donc ça, c'est pour la majeure partie des travaux, notamment pour la construction des quais aux stations de métro Joliette et Préfontaine. Nous allons avoir aussi des fermetures complètes, ponctuelles, limitées pour certains tronçons. Donc, en fait, la construction de certains quais d'autobus et des îlots centraux exige ce type d'entrave. Pour ce qui est du stationnement sur rue, le stationnement sera interdit évidemment dans la zone de travaux et aux abords du chantier. Donc, le tout sera bien signalé avec des panneaux d'interdiction du stationnement. Donc, ici, en fait, la séquence de réalisation a été déterminée en fonction de 3 critères principalement. Donc, le premier, c'est la limitation des impacts sur les déplacements. Donc, cette séquence sera réalisée en plusieurs phases. On va également limiter les fermetures complètes. Aussi, on aura des travaux qui seront réalisés en alternance nord-sud pour pouvoir en fait laisser passer les véhicules, que ce soit au nord ou au sud. La séquence est aussi euh, adaptative selon les besoins ponctuels et le milieu environnant. Donc, cette séquence est flexible. Il est possible de changer l'ordre des phases pour s'ajuster à certains besoins ponctuels, exemple des travaux urgents d'Hydro-Québec. Euh, Également, la séquence, en fait, a été faite en prenant en considération les chantiers qui sont à proximité de notre projet. Notamment, nous avons les travaux du SRB P9, la réhabilitation de conduites d'égout, ainsi que le remplacement d'entrées d'eau en plan. Euh, donc là, on passe à l'horaire de travail. Donc, c'est un horaire standard lundi au vendredi de 7 heures à 19 heures. Il est possible que des travaux soient effectués la fin de semaine. Également, on aura possiblement des travaux de nuit, en fait, des travaux de marquage de nuit pour limiter les répercussions sur la circulation. Donc ici, on passe aux mesures d'atténuation. Donc pour ce qui est de la circulation de transit, lors des travaux sur Hochelaga, nous aurons une redirection du transit automobile sur Sherbrooke et Notre-Dame lorsque on aura des fermetures de tronçons sur Hochelaga. Pour les travaux de Du Havre, le transit sera redirigé vers les rues parallèles. Également, nous aurons une présence policière à certaines intersections clés. Évidemment, des panneaux d'information seront localisés pour guider les automobilistes vers les chemins de transit. Pour ce qui est de la circulation locale, donc il sera possible de circuler jusqu'à la limite des travaux. Les zones de livraison et débarcadères seront maintenues et seront relocalisées au besoin. Les véhicules d'urgence auront accès en tout temps lors des travaux. Et également aussi, on aura la présence de signaleurs pour s'assurer que les déplacements piétons
se font de manière sécuritaire lors des travaux. Finalement, pour la portion travaux, donc on va finir avec l'accessibilité et l'entretien. Donc, pour la mobilité piétonne, les corridors piétons seront sécuritaires et accessibles en tout temps lors des travaux, notamment aux personnes à mobilité réduite. Les accès aux bâtiments et aux stations Préfontaine et Joliette seront maintenus. Également, nous aurons une signalétique de chantier pour guider les déplacements piétons. Transport en commun, donc on va maintenir les lignes d'autobus sur Hochelaga durant les travaux. Il y aurait possiblement des arrêts qui seront déplacés. Également, nous aurons une modification du circuit d'autobus qui emprunte actuellement la rue du Havre. Évidemment, parce que en fait, lors des travaux, on va rendre la rue du Havre sens unique vers le nord. Donc, ça entraîne forcément la relocalisation de certains trajets. Pour ce qui est des stationnements privés, donc les accès seront maintenus aux stationnements privés et aux entrées charretières. Pour ce qui est de l'entretien, donc il y aura un nettoyage du chantier qui se fera par l'entrepreneur. Donc ça inclut trottoirs et chaussées. Nous allons également maintenir les collectes d'ordures et tout ce qui est matière recyclable. Donc là, je cède la parole à mon collègue Julien, chargé de communication, pour vous présenter les outils de communication. Merci. Merci, Amine. Bonsoir tout le monde. Merci pour votre présence ce soir. De mon côté, je vais vous parler brièvement là, des outils de communication qui sont prévus pour suivre le projet. Si vous habitez dans le périmètre des travaux, là, vous avez certainement reçu il y a quelques semaines la lettre que vous voyez à gauche de l'écran là, qui vous présentait le projet et vous invitait à la soirée d'information de ce soir. Avant le début des travaux, vous recevrez aussi un avis là, qui vous présentera avec plus de détails le déroulement du chantier et les impacts, et puis qui va ressembler en fait à celui que vous voyez ici à droite. Si vous êtes intéressé à recevoir les avis par courriel, vous pouvez inscrire vos coordonnées là, dans le sondage d'appréciation qui vous sera envoyé par courriel après la séance. Sachez aussi que les avis de travaux, à chaque changement important pour vous, il y a un avis de travaux aussi qui va être distribué à votre porte là, si vous êtes dans le périmètre. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes à mobilité réduite ou qui prévoient une livraison ou un déménagement, par exemple, doivent toujours contacter InfoTravaux au 514-872-3777 afin de nous informer puis de nous permettre de trouver des solutions en fait pour les accommoder. Également, pour le projet, vous pouvez aussi trouver beaucoup d'informations sur montréal.ca dans la page Aménagement de voies cyclables sur la rue Hochelaga. Cette page-là est accessible aussi là, dans les avis de travaux. Il va toujours y avoir un code QR là, pour que vous puissiez accéder facilement. Donc, cette page-là est mise à jour régulièrement, puis vous pouvez aussi consulter tous les avis de travaux là, qui concernent le projet. Aussi, sur montréal.ca, vous pouvez consulter le service là, Info entraves et travaux pour trouver de l'information en temps réel là, sur les entraves qui peuvent avoir lieu, qui peuvent avoir cours dans votre secteur. Aussi, pour le projet, il y a des communications de proximité qui sont prévues. Donc, il y a un agent de liaison qui va assurer en fait le suivi là, auprès des riverains. Donc, les institutions, les écoles, les commerces vont être contactés avant le début des travaux par l'agent de liaison. Pour terminer, en fait, juste vous rappeler, vous pouvez toujours nous joindre là, par téléphone au 514-872-3777 du lundi au vendredi de 8h30 à 20h30 et le samedi et le dimanche, ainsi que les jours fériés de 9h à 17h. En dehors de ces heures-là, vous pouvez composer le 3-1 en tout temps. Puis vous pouvez aussi nous joindre par courriel là, via l'adresse infotravaux.montréal.ca. Aussi, sachez que ces coordonnées-là sont toujours au bas des avis de travaux, puis vous pouvez aussi les trouver sur la page d'accueil de montréal.ca. Voilà, c'est ce qui fait le tour de mon côté. Je vous remercie. Bien, merci à vous, M. Fortin. Merci également à tous les présentateurs. Vraiment une présentation très complète pour un projet très inspirant, très intéressant.
Nous sommes maintenant rendus à la période de questions et nous allons tenter de répondre à toutes les questions dans la mesure du possible, évidemment avec le temps qui nous reste, mais je regarde là, on a quand même un bon 45 minutes devant nous pour répondre à vos questions. Et évidemment, je vous invite, il y a différentes façons de poser des questions, mais je vous invite à le faire si jamais vous voulez la faire dans la section Q&R, donc questions et réponses, si vous voulez envoyer votre question par écrit, ou encore utiliser la fonction lever la main, donc qui est en bas de votre écran. Là, vous voyez, il y a une petite main levée, vous cliquez là-dessus, et moi, ça va me dire dans la liste des participants que vous souhaitez intervenir. À ce moment-là, ben, je vais vous donner la parole, je vais nommer votre nom et je vais vous demander de poser votre question. Je vois déjà quelqu'un, Julie Sanogo, qui a déjà la main levée pour poser une question. On va revenir tout à l'heure pour ça parce qu'on va commencer avec les questions qu'on a reçues à l'avance. Donc, évidemment, lorsque j'aurai lu les questions ou la question que vous aurez posée, je vais inviter la personne concernée à répondre à la question de la façon la plus concise possible. Évidemment, les intervenants et les intervenantes feront de leur mieux pour vous donner les réponses les plus complètes en 1 à 2 minutes. Par contre, évidemment, compte tenu de l'ampleur du projet, il est possible que les personnes ne soient pas en mesure de vous donner toute l'information ce soir. Et si c'est le cas, ben, on va prendre votre question en note et on va y répondre dans un document que nous partagerons à tous les participants et participantes par courriel et il sera disponible également sur le site montréal.ca. Évidemment, nous vous demandons évidemment de demeurer respectueux dans vos échanges, donc aucun écart de langage ne sera toléré. Évidemment, les questions qui concernent uniquement le projet seront répondues ce soir. Alors, il y a des gens qui sont avec nous ce soir qui n'ont pas présenté, mais qui seront là quand même pour répondre à des questions au besoin. J'aimerais vous les présenter. Il s'agit de Maëlle Plougano, qui est conseillère en planification, service de l'urbanisme et de la mobilité. Il y a Muriel Sabag, qui est chef de section division innovation et gestion des déplacements au service de l'urbanisme et de la mobilité. M. Rénal Maher Poitras, qui est chef de section division aménagement cyclable, service de l'urbanisme et de la mobilité également. Christophe Ripaud, qui est chargé de projet à l'arrondissement de Ville-Marie. Et enfin, Véronique Parent, qui est ingénieure à l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Donc, comme vous voyez ce soir, 3 façons d'intervenir pour moi. C'est comme l'animateur pour les questions. Donc, on va y aller avec les questions qu'on a reçues à l'avance. On va se promener comme ça entre les questions avec les gens qui ont levé la main et les gens qui auront envoyé leurs questions par écrit dans le formulaire ou dans le module là, questions et réponses ou chat, si vous préférez. Donc, question qu'on a reçue avant la rencontre de ce soir de M. Christopher McRae et Jacques Nacouzi. Première question, merci pour ce projet. Ben, c'est gentil, merci. Quels sont les chantiers pour les tronçons Folhomme du Havre sur Hochelaga et au sud d'Ontario sur du Havre? Première question, je vais demander peut-être à François Godefroy d'y répondre et ensuite je reviendrai avec la deuxième question qu'ils nous ont posée. Monsieur Godefroy. Oui, bonjour. Alors, merci pour la question. Alors, pour répondre, en gros, je le disais un petit peu tout à l'heure, la rue du Havre, donc elle est programmée vraiment avec l'aménagement, donc elle est incluse, la rue du Havre au complet dans le projet, comme le présentait Hugo. Pour le tronçon entre du Havre et Folhomme, comme je disais tout à l'heure, on est en train de regarder le meilleur moment pour le faire. On n'est pas encore capable de préciser exactement la période parce qu'il y a beaucoup de chantiers. Il y a les travaux du pont-tunnel qui sont en cours, qui ont aussi eu déjà beaucoup d'impact et qui ont nécessité d'avoir déjà des interventions de l'arrondissement. Donc là, on regarde vraiment le meilleur moment pour le faire. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore la date, mais c'est vraiment visé dans les prochains. C'est quand même assez rapide, là. On essaye de trouver un créneau assez rapidement. François, je vais vous garder avec moi parce que j'ai une autre question de la part de M. McCray, M. Nacouzi. Donc, pour quelles raisons les aménagements n'ont pas été prolongés jusqu'à la rue Folhomme, qui est un secteur dangereux, surtout au coin de Frontenac? En fait, ben, c'est ça. Les aménagements, donc, comme je disais, vont aller à terme jusqu'à la rue Folhomme. Là, c'est vraiment une question d'opportunité de travaux et de séquence de travaux. Mais à terme, ça va vraiment aller jusqu'à Folhomme, là. Le secteur Frontac, après, par contre, ben, il y a déjà des aménagements. En fait, on peut relier à différentes pistes cyclables, donc il y avait moins de besoin. Excellent. Merci. Je vous garde encore une fois pour une autre question de Dominique Dufour cette fois-ci. La section Dixon-Vio semble plus urgente, en fait, c'est ce qu'elle comprend. Pourquoi ne pas débuter par celle-ci? Alors, effectivement, c'est un secteur aussi qui est critique avec le passage de la voie ferrée. Par contre, il y a deux grands éléments. C'est qu'il y a un grand projet, l'Assomption-Soligny, qui est connu là, dans l'arrondissement. Donc, on attend certains avancements de ce projet-là pour pouvoir bien se coordonner. Et il y a aussi les travaux majeurs d'Hydro-Québec qui sont planifiés et qui vont commencer. Donc, on doit attendre que Hydro-Québec, c'est des travaux particuliers on peut pas s'intégrer. Donc, on doit attendre qu'Hydro-Québec ait terminé pour pouvoir y aller. Donc, c'est vraiment pour ça que c'est visé en 2027 de façon préliminaire.
Bon, parfait. Dernière question avant de passer maintenant aux questions des personnes qui veulent intervenir de vive voix. Christian Jean qui veut savoir le lien entre la fin du rêve Souligny et Hochelaga vers l'ouest est inexistant. Ce serait peut-être important de le sécuriser. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait, tout à fait. C'est un lien en fait critique, effectivement. Encore une fois, il est dans le grand projet Assomption-Souligny. C'était prévu de raccorder donc vraiment Souligny à Hochelaga. Donc c'est vraiment un travail qui est fait dans les équipes techniques en ce moment. Donc c'est vraiment planifié et ça sera réalisé donc dans les prochaines années. Mais l'objectif, effectivement, il est là, de connecter ces aménagements-là ensemble. Excellent. Bien, merci beaucoup, François. Possiblement que les autres questions possiblement vont aller vers vous aussi parce que vous avez quand même beaucoup d'éléments dans la gestion du projet. Question de Julie Sanogo maintenant. Je vais demander à la régie de lui permettre d'activer son micro. Madame Sanogo? Oui, Oui, bonjour. bonsoir, on vous écoute. Oui, donc merci pour la présentation, merci pour le projet, c'est très apprécié. J'ai compris que dans le projet, il y avait une option aussi ou une préoccupation de sécurisation. Et je me demandais, puis je ne sais pas si je l'ai vu là, qu'est-ce qui est prévu dans le projet pour le coin Valois-Hochelaga? C'est un coin où la rue Valois là, est un cul-de-sac qui débouche sur Hochelaga-Maisonneuve. Il y a un CPE dans ce coin-là. De l'autre côté, c'est un parc. C'est une intersection qui a toujours été assez peu sécuritaire, je trouve. Là, moi, j'ai eu mes deux filles, là, je me rendais là en vélo, c'était comme très compliqué. Alors, puisqu'on a le principe de la sécurisation, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour cette intersection-là dans le projet? Allô? Oups. Allô? Voilà. Ah. Bon, ben oui. Peut-être Je François? vais, Oui, je vais y aller, Pierre. Donc, Hugo parfait. Bertrand, Oui, Hugo. ingénieur. Donc, oui, ben merci pour la question. Euh, Effectivement, à cette intersection-là, il va y avoir des travaux d'apaisement, il va y avoir des îlots refuges qui vont être aménagés, en plus d'une traverse qui va être signalisée à cette intersection. Donc, vraiment, le passage nord-sud là, de la rue qui est en cul-de-sac vers le parc va être vraiment sécurisé, au moyen, encore une fois, d'îlots refuges et de la traverse. Mais il faut aussi savoir que dans tout le projet, on retire une voie de circulation. Donc, la traversée va être beaucoup plus courte, va se faire en 3 temps. Donc, on va traverser, disons qu'on y va du sud au nord, on va traverser la voie cyclable dans un premier temps pour se rendre sur un refuge en béton. Ensuite, on va traverser les deux voies de circulation vers un autre refuge piéton. Puis, dans un troisième temps, on va traverser la voie cyclable. Donc, la traversée va être beaucoup plus sécuritaire qu'actuellement, là où on doit traverser les 6 voies de circulation d'un seul coup. Donc, ben, merci pour la question. Ben, merci pour la réponse aussi, Hugo. On va enchaîner. Merci, Mme Sonogo, pour votre question. On enchaîne maintenant avec une question de Christopher McCray. Si on peut activer son micro, s'il vous plaît, M. McCray. Est-ce que vous nous entendez? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Merci. Oui, donc ben merci comme j'ai dit au début dans la question écrite, merci beaucoup pour le projet. On l'attend depuis longtemps, puis je pense que l'attente aura valu la peine. Le projet a l'air vraiment merveilleux. Ma question est par rapport à le tronçon dans Ville-Marie. Il y a plusieurs endroits où il y a des virages à gauche, mais il n'y a pas de feu de circulation ou de panneaux d'arrêt. Puis je me demande si quelque chose est prévu pour soit interdire certains virages à gauche ou réduire ces virages-là, parce qu'avec la piste, je parle des virages à gauche des automobilistes vers les rues résidentielles. Est-ce qu'il y a des mesures prévues pour sécuriser les intersections de certains endroits? C'est une très bonne question. Peut-être Hugo, Oui, toujours? je peux y aller également. Il y a certaines intersections où il y aura vraiment une voie de virage à gauche exclusive qui va être aménagée. Par contre, elles sont plutôt dans Mercier-Chaga Maisonneuve. Les sens de rue, à part celles sur du Havre, vont être conservés, ainsi que la fonctionnalité, si on veut, des intersections. Il n'y aura pas de changement ou d'interdictions qui vont être ajoutées. Par contre, avec la réduction de deux à une seule voie de circulation, euh, il va y avoir moins de conflits aux intersections. Donc, l'automobiliste va avoir un seul véhicule qui va à éviter en sens contraire. Il va avoir ensuite, évidemment, le cycliste qui s'en vient à sa gauche, là, si on veut. Mais comme il y a une zone tampon entre la voie de circulation et la voie cyclable, ben, il y a quand même un moment où les deux peuvent se voir puis comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intersection. Donc, ben, pour répondre simplement à la question, il n'y a pas de changement de fonctionnalité, mais vu l'apaisement général de la rue,
les intersections, puis les interactions entre les différents usagers vont être plus apaisées, plus sécuritaires. Merci beaucoup, Hugo. Ben, ça répond à votre question, M. McCray. Merci beaucoup d'avoir posé votre question. C'est un projet qui semble bien vous intéresser. Alors, on enchaîne maintenant avec une autre question à main levée de Luquin Nadi. Je prononce mal votre nom, j'en suis certain, mais je m'en excuse. Donc, si vous voulez, s'il vous plaît, activez votre micro, qu'on puisse bien entendre votre question. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, merci pour la parole et merci également pour le projet. C'est vraiment un très beau projet. Ma question, c'est, on a dit que 70% des places de stationnement vont être conservées sur Hochelaga. Donc, je me demandais, est-ce qu'il y avait eu des études pour quantifier le nombre de places habituellement occupées et inoccupées le jour et la nuit pour s'assurer qu'il ne manque pas de place pour les résidents, pour pas qu'ils aient comme à faire 10 minutes de tour dans le quartier pour avoir une place? Euh, Bonne question. Peut-être François Godefroy Oui, ben, là-dessus? je peux y aller effectivement. Donc, oui, pour répondre à la question, il y a eu des études qui ont été faites. On a en fait l'Agence de mobilité durable qui a fait des relevés pour nous. On regarde en fait pas juste la rue, on regarde même des secteurs élargis. Et donc, oui, on a validé que on était capable d'absorber en fait les places perdues dans le reste du réseau à proximité. Donc, c'est analysé, donc ça devrait bien se passer. Merci, M. Godefroy. Écoutez, je vois qu'il y a deux autres questions. On va vous revenir tout à l'heure là, parce que je veux permettre à tout le monde de pouvoir intervenir. Il y a Nicolas Castal qui nous a envoyé une question qui veut savoir, bonsoir, est-ce que vous envisagez de profiter de ces travaux pour refaire les trottoirs et par conséquent remplacer les entrées d'eau en plomb? François Godefroy, une question encore Oui, pour vous. ben, alors effectivement, sur la portée du projet, en fait, là, c'est pas prévu de refaire toutes les entrées et tous les trottoirs sur l'ensemble du projet parce qu'on veut pouvoir déployer assez rapidement le projet. Comme on dit tout à l'heure, il y a certains travaux civils ponctuels qui sont faits, mais c'est pas l'ensemble de la rue qui est refait de façade à façade. Donc, on n'a pas d'entrée de service en plomb comme ça qui vont être faites au complet. On a des tronçons ou des projets, des fois de façon permanente, on refait tout, mais là, on ne refait pas toutes les infrastructures souterraines en même temps que le projet. Excellent, merci François. On enchaîne maintenant avec les questions qu'on a reçues dans le document, dans le chat, le clavardage, comme on dit, de questions-réponses. Laurent Julien veut savoir, en fait, pourquoi n'était-il pas possible d'enlever une voie de circulation sur Hochelaga et de faire une piste cyclable d'un seul côté à double sens, et ce afin de réduire l'impact sur la circulation, considérant le nombre d'autos qui circulent sur la rue Hochelaga? Donc, une question qu'on a reçue ce soir par écrit. Question pour François, je pense. Oui, ben, je vais y aller, puis Hugo, il pourra compléter. En fait, Excellent. pour en fait, les pistes comme ça, quand on est dans un axe est-ouest, on a beaucoup, beaucoup de rues transversales qui sont pas gérées par des feux de circulation. Donc, les pistes cyclables directionnelles sont fonctionnelles, mais c'est sûr qu'on privilégie de plus en plus d'avoir des pistes unidirectionnelles qui apportent un niveau de sécurité encore plus important. Et dans ce cadre-là, ça cadrait un petit peu mieux là, avec des déplacements est-ouest de cet axe-là. Donc, comme vous voyez sur la rue Hochelaga, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de rues nord-sud. Et donc, c'est vraiment préférable de faire ça. Et l'autre élément, c'est aussi la gestion avec les arrêts d'autobus. C'est plus facile de gérer les pistes cyclables quand on a des arrêts d'autobus avec des unidirectionnels qu'avec des pistes bidirectionnelles. Donc, il y a vraiment plusieurs éléments là qui ont permis de converger vers cette solution-là. Mais peut-être qu'Hugo, tu peux compléter s'il y a d'autres éléments. Oui, ben c'est très complet. Faut savoir que des voies bidirectionnelles, quand il y a beaucoup d'intersections, notamment le virage à gauche est beaucoup plus complexe. Il y a beaucoup plus de points de conflit, si on veut. L'exemple est très bon sur Rachel. Quand on fait un virage à gauche, dans une des deux directions, là, si on se dirige vers l'est, puis qu'on fait un virage à gauche vers le nord, par exemple, bien, on doit faire attention à un véhicule qui s'en vient à sens contraire de soi. Ensuite, on doit croiser deux directions cyclables puis finalement, faire attention aux piétons qui s'en viennent aussi dans les deux directions. Donc, c'est un virage qui est assez complexe, hein. Ça fait un peu le lien avec la question précédente. Avec des voies unidirectionnelles, ça réduit de beaucoup le nombre de conflits. Donc, comme mon collègue François le disait, on se dirige vraiment vers des aménagements unidirectionnels. L'exemple sur du Havre est un peu l'exception qui confirme la règle là, avec un tronçon qui a beaucoup moins d'intersections, donc en fait moins de conflits, puis seront gérés par des feux de circulation également. Donc, merci Excellent. pour la question. Merci pour la réponse. Hugo, je vous garde encore avec moi parce que la prochaine question, elle est pour vous. C'est Eliane Barbeau qui veut savoir est-ce que les pistes cyclables seront opérationnelles à l'année longue? Toute Euh, l'année. oui, donc la largeur des aménagements permet un entretien hivernal, donc le déneigement qui est assez efficace. Donc, c'est vraiment le nerf de la guerre l'hiver, c'est d'avoir des pistes cyclables qui sont assez larges pour être
déneiger facilement. Donc, dans ce cas-ci, c'est le cas. Ça va être déneigé l'hiver, donc on pourra l'utiliser 12 mois par année. Excellent, merci Hugo. Autre question maintenant, peut-être pour Muriel cette fois-ci, là, de Caroline Rochon qui veut savoir, est-ce qu'on a prévu des feux sonores? Je ne sais pas si Muriel ou quelqu'un, si on Oui, n'a pas la réponse, comme je dis, on peut. non, Ah, en oui, fait, j'ai la réponse, j'ai juste besoin d'activer mon micro. bon, En fait, parfait. il y a déjà des feux sonores à certaines intersections. Donc, pour ça, c'est déjà en place, notamment à Davidson et à Joliette. Et en fait, nous sommes toujours en très bonne conversation avec l'Institut Braille. Donc, si jamais il y a des demandes qui sont nécessaires, on les rajuste au fur et à mesure. Mais pour l'instant, c'était les intersections les plus les névralgiques et c'était déjà en place. Et au fur et à mesure qu'on fait des mises aux normes, on les rajoute lorsque nécessaire. Merci Muriel pour ces précisions. On va prendre une dernière question dans celle qu'on a reçue par écrit, puis ensuite on va revenir avec les gens qui ont les mains levées là, pour poser des questions de vive voix. Question cette fois-ci de Cabane Riordan qui dit en fait, j'ai noté l'ajout d'îlots de refuge piétons et d'une traverse à mi-tronçon devant l'Institut Técart. Est-ce que la même peut être faite entre le parc Médéric-Martin et l'église polonaise? Je peux répondre. Oui. Donc, effectivement, à Gascon, à la rue Gascon, donc à l'est du parc Médéric-Martin, merci, c'est d'ailleurs le nom du parc que je cherchais tout à l'heure, il y aura un refuge piéton central qui va diviser la traversée de la rue en deux. Donc, ça va ressembler un peu, c'est pas le même aménagement, mais c'est quelque chose qui va ressembler à ce qu'il y aura près de l'Institut Técart qui va être face au parc au niveau de la rue Gascon. Parfait, merci Hugo. On va revenir maintenant aux questions avec les gens qui veulent intervenir de vive voix. Guillaume Brassard-Méthode, Monsieur Brassard-Méthode, si vous voulez activer votre micro, s'il vous plaît, on attend votre question. Est-ce que vous nous entendez? Bonjour, est-ce que Oui, vous m'entendez? oui, Oui, on vous entend excellent. pas très bien, par exemple. Peut-être parler un petit peu plus fort si possible. Ah, ben, parfait, je vais parler extrêmement fort Non, non, alors. pas. Premièrement, merci du projet. Moi, j'ai vécu l'instauration du rêve sur Saint-Denis et j'en rêve encore. Donc, c'est un fantasme pour moi de voir ça sur Hochelaga. Ma question était la suivante. Est-ce qu'il y a une phase 2 qui est prévue, par exemple, une extension vers Vio, où ça va s'arrêter jusqu'à Pineuf? Alors, François, ben oui, peut-être? je vais pouvoir Oui. répondre. Donc, comme on l'a présenté au début, je ne sais pas si elle était là au début, mais la première phase 2025 s'arrête effectivement à P9, mais il y a des phases subséquentes qui sont effectivement planifiées. Donc, entre Dixon et Vio, c'est visé pour 2027 et en 2028, le tronçon entre Vio et P9. Donc, c'est vraiment, oui, c'est un peu long au niveau des échéanciers, mais vraiment, on doit attendre que des travaux majeurs, donc le SRB soit terminé. Il y a des travaux, il y a des entraves déjà en ce moment sur le Hochelaga de construction résidentielle et autres. Donc, on devait attendre que le créneau se libère. Donc, c'est 2028 pour le tronçon plus à l'est de P9. Merci, François. Autre question maintenant à main levée. On va maintenant entendre Michel Beaulieu. Monsieur Beaulieu, si vous voulez bien activer votre micro, s'il vous plaît, qu'on puisse vous entendre. M'entendez-vous? Très bien. Ah, bonjour, j'espère que ça va bien tout le monde. Moi, j'avais quelques petits commentaires et ou suggestions. Oui, on vous écoute. Parti depuis un certain temps. Mes enfants ont été aussi à l'école Saint-Jacques-d'Arc. Euh, Lorsqu'ils étaient petits, à peu près jusqu'à l'âge de 7, 8 ou 9 ans, j'allais les porter moi-même à l'école. Et par après, ils étaient capables, après leur avoir fait la démonstration, de traverser la rue Chambly en direction nord par eux-mêmes. Ils étaient capables, euh, été, automne, printemps, hiver, ils étaient capables de traverser la rue pour monter jusqu'à l'école. J'habite sur la rue Cuvillier à Montréal, juste au coin de la rue euh, Hochelaga, entre Hochelaga et de Rouen. Monsieur Beaulieu, pouvez-vous juste peut-être aller directement à votre question? Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir. Je ne vais pas vous couper dans votre inspiration, mais il faudrait accélérer. Ma question est, moi j'habite sur la rue Cuvillier, OK? Oui. Vous, la ville de Montréal, fermez tous les accès aux rues au sud de Sherbrooke, au sud d'Hochelaga, pour traverser du nord au sud. Moi, pour m'en venir chez moi quand je vais faire l'épicerie ou quand je vais à un autre endroit, je ne suis pas capable de traverser la rue Hochelaga parce que vous avez toutes fermé les rues qui permettaient de descendre tranquillement sur Hochelaga. La seule rue qui reste, c'est à côté du métro Préfontaine.
ou à côté de l'école Sainte-Jacques d'Arc, puis entre l'école Sainte-Jacques d'Arc puis le cégep, parce que sur Hochelaga, c'est la seule place où on peut virer tranquillement, qu'on peut traverser la rue tranquillement. Là, avec votre modèle de bienfait bénéfique, supposément, vous allez faire en sorte de bloquer encore plus le territoire, les rues. Qu'est-ce qui va arriver dans mon cas, moi? Je vais avoir encore plus de misère à traverser Hochelaga. Je vais avoir plus encore de misère à m'en venir chez moi. C'est pas que j'aime pas les cyclistes, mais il y a la piste cyclable sur Dorouin. Déjà que les cyclistes ne font pas leur stop, s'il y aurait du monde qui checkerait ça de la ville de Montréal, ils feraient de l'argent Et, parce qu'ils ils font pas leur stop, ils ne font pas des lumières. Je l'ai OK, envoyé. M. Beaulieu, Oui. votre question, c'est quoi précisément, juste pour que Qu'est-ce je que vous allez comprenne bien? faire pour moi pour améliorer ma situation? Parfait. Ben, écoutez, M. Oui, ben, Godefroy, je vais essayer de donner quelques éléments de réponse, mais juste vous rappeler qu'au niveau de la circulation, on garde deux voies de circulation une par direction sur Hochelaga. Donc, on vient pas, il n'y a aucun accès là qui est réduit. Les doubles sens vont être encore permis. Ce qu'on vient, c'est retirer une voie par direction pour permettre l'implantation d'une lien cyclable. L'autre Puis vous élément, dans les pensez, nord-sud, on n'intervient pas dans les nord-sud, à part le petit tronçon sur la rue du Havre, mais sinon, il n'y a pas de changement sur les rues nord-sud qui est planifié dans le cadre du projet. C'est vraiment la situation actuelle qui demeure. Donc, on vient vraiment juste réduire un petit peu la place de l'automobile pour donner de la place au vélo. Et comme on le disait précédemment, la rue de Rouen, il n'y a pas d'aménagement cyclable, c'est ce qu'on appelle des chausses désignées. Donc, c'est juste un chevron au sol, mais il n'y a aucune protection pour personne. C'est vraiment, en fait, un espace qu'on encourage les cyclistes à aller là, mais c'est pas le même niveau de sécurité, de confort que des usagers qui viennent vraiment sur la rue Hochelaga. merci beaucoup, François, pour cette question. Merci, M. Beaulieu, également, pour votre intervention. C'est bien apprécié. On enchaîne maintenant avec Charles Gaudreault. M. Gaudreault, si vous voulez bien poser votre question. M. Gaudreault, est-ce que vous nous entendez? Parce que nous, on ne vous entend pas. Ah, si M. Gaudreault n'est pas prêt encore à poser sa question, peut-être qu'il y a un problème de micro. Ben, écoutez, on va revenir, garder votre main levée si vous voulez intervenir. On peut peut-être y aller avec Carl Saint-Denis, qui a la main levée également. M. Saint-Denis, est-ce que votre micro est activé? Oui, mon micro devrait être activé. Est-ce que vous Oui, m'entendez? oui, on vous entend. Parfait. Bon, écoutez, félicitations pour le projet. C'est vraiment emballant. On a hâte que ça commence, en tout cas pour ma part. J'habite sur Folum, donc c'est certain que le tronçon qui manque pour s'y rendre, je l'attends impatiemment. Ma question était, je bifurque un peu, mais rapidement, je ne sais pas si on pourra y répondre. Demeurant sur Folum, là, je sais que la rue devra être en chantier. Il devrait y avoir des pistes cyclables aussi protégées là, permanentes. Est-ce que vous avez de l'information sur les chantiers de ce projet-là? Peut-être Oui, ben, François. Oui. en fait, au niveau de l'échéancier de la rue Follum, c'est vraiment, il y aura des consultations vraiment en bonne et due forme pour ce projet-là. Là, ce soir, on est dédié vraiment pour l'axe de la rue Hochelaga. Puis, comme on le disait tout à l'heure, effectivement, le tronçon du Havre et Follum n'est pas encore planifié. On a vraiment travaillé le projet. C'est vraiment là, on recherche le créneau de réalisation. Donc, ça s'en vient vraiment dans les prochains mois ou années. On est en train de regarder là, qu'est-ce qu'on peut faire. Et pour Folum en tant que tel, là, vraiment, il y aura des séances dédiées là, pour ce projet-là. Donc, on ne peut pas répondre plus que ça pour l'instant. Excellent, merci beaucoup François. Écoutez, on va revenir aux questions qu'on a reçues dans le chat, comme on dit, dans le document question, dans le volet questions-réponses, le module questions-réponses. On va revenir, après ça, je vois qu'il y a Caravane Dufour, là, M. Gressard également, M. Gaudreault qui veulent intervenir. On ne vous oublie pas, on va juste donner la chance à tout le monde de pouvoir intervenir. Donc, Patrick Lozo qui pose la question. Donc, en considérant que plusieurs rues, notamment Désiry, Cuvière, Halloween, comportent pas de feu de circulation, est-ce qu'il est prévu d'interdire aux voitures de traverser la rue Hochelaga sur l'axe nord-sud ou sud-nord? Peut-être François aussi? Ben, je peux y aller. Oui, Euh, Hugo? dans le fond, il n'y aura pas de changement dans la fonctionnalité des intersections, donc les autos vont pouvoir continuer à traverser Hochelaga en nord-sud. Euh, Encore une fois, le fait de diminuer le nombre de voies de circulation puis d'ajouter des espaces tampons entre les différents usages, ça permet d'avoir une traversée qui est plus apaisée et plus sécuritaire. Donc, les, toutes les permissions seront les mêmes, donc on va pouvoir traverser Hochelaga, on va pouvoir tourner à gauche ou à droite là, de la même façon qu'actuellement.
Merci Hugo pour ces précisions. Question maintenant de Louisa Rayside. Y aura-t-il des panneaux arrêts qui vont être implantés au coin de Hochelaga et Jeanne d'Arc? Première question. Et deuxième volet de sa question, parce que traverser Hochelaga à cette intersection est souvent bien difficile à traverser en tant que piétonne. Donc, Je y peux aura-t-il des panneaux poursuivre. d'arrêt implantés au coin d'Hochelaga et Jeanne d'Arc? Oui, je peux poursuivre. Donc, Allez, non, Hugo. il y aura pas de panneau d'arrêt. Il n'y aura pas de traverse signalisée, mais il y aura l'implantation de refuges piétons à l'intersection. Donc, il va falloir. Les piétons pourront traverser, puis ça va être plus facile parce que la traversée va être divisée en deux. Mais encore une fois, on est très près de P9, donc il n'y aura pas de traverse signalisée. Par contre, le nombre de voies de circulation étant diminué, la Mhm. traverse va être plus facile. Puis il y aura l'ajout aussi d'un refuge piéton au centre de la rue qui va faciliter la traverse. Toujours dans un esprit de sécurité. Donc, Alexandre Deveau, maintenant, il y a deux questions, en fait, du côté d'Alexandre Deveau. Premièrement, le relâchement des pistes cyclables pour des arrêts d'autobus, n'est-ce pas dangereux pour les cyclistes? Premièrement, est-ce que vous ne trouvez pas ça dangereux pour les cyclistes? Et deuxièmement, 2029 pour la section entre l'autoroute 25 et Dixon, pourquoi pas plus tôt? Donc, on peut peut-être y aller avec la première. Donc, le relâchement des pistes cyclables pour des arrêts d'autobus, c'est pas plus dangereux pour les cyclistes. Donc, question de sécurité. Oui, ben ça, je peux répondre à la première question. Oui. Euh, donc, les chauffeurs de la STM, c'est des chauffeurs professionnels qui sont habitués avec ce type d'aménagement. On le voit à plusieurs endroits sur le territoire montréalais, mais notamment récemment sur la rue Christophe-Colomb, qui ressemble un peu à ce qu'on va faire sur la rue Hochelaga. Il faut savoir aussi qu'aux endroits où il y aura des relâchements, c'est des autobus qui passent moins souvent que, c'est pas des express, donc c'est des autobus qui passent quelques fois à l'heure. Donc, le reste du temps, l'espace sera libre. Mais effectivement, l'autobus arrive, il y aura une certaine cohabitation, là, un certain conflit à gérer. Mais ça se fait relativement bien dans les aménagements existants. Puis, c'est du connu là, pour les chauffeurs de la STM. Donc, il y aura un ajustement au début, mais la STM est au courant que le projet s'en vient. Puis, l'information est relayée aux chauffeurs, évidemment. Parfait. Dernière question avant d'aller maintenant du côté des mains levées. Question, c'est Alexandre Deveau encore qui veut savoir et Michel Moret qui veut savoir quel est le coût du projet? Ça coûte combien ce beau projet? Amine, Oui. Saïdi? Oui? Oui, bonjour, merci pour la question. Donc, pour le coût total du projet, on parle d'un montant de 10 225 311, taxes incluses. Ce montant comprend le coût du contrat de l'entrepreneur qui est de 8 millions. Nous avons aussi ajouté des contingences pour gérer les imprévus de 20%, qui correspond à 1,6 million. Nous avons aussi des incidences de 625 311 qui sont prévues pour couvrir les travaux additionnels qui comprennent l'ajout de mobilier urbain, plantation et l'entretien, par exemple, des arbres, l'ajout de petites signalisations, de bollards, etc. Donc voilà. Voilà, c'est bien précis. Puis on va vous garder, Amine, parce que la prochaine question est ici pour vous. Donc, Elisabeth Kelly, puis ensuite on va aller aux questions qu'on a reçues, aux gens qui ont la main levée là. Donc, bonsoir. Est-ce que vous avez déjà plus de détails là, concernant les dates des travaux sur la rue du Havre entre Hochelaga et Ontario, car nous sommes une copropriété sur la rue du Havre et nous allons devoir effectuer des travaux de réparation d'un mur à la fin du mois d'août et septembre et nous aurons besoin d'espace de stationnement sur la rue du Havre. Merci. Amine, une question pour Ok. vous? Écoutez, nous n'avons pas encore l'échéancier détaillé pour cette portion, mais écoutez, on compte débuter les travaux vers la fin juin. Vu que c'est des travaux de marquage, signalisation pour la plupart, on parle d'un délai d'environ peut-être quelques semaines, un mois, plus ou moins. Parfait. Bon, ce Ouais. sera précisé là, au cours Oui. des prochains mois. Merci beaucoup, Amine, pour ces précisions. On revient aux gens là, qui souhaitent intervenir de vive voix. On vous apprécie. Merci beaucoup. Caroline Dufour, vous souhaitez poser une question. Est-ce que votre micro est bien activé, qu'on veut vous entendre? Est-ce que vous m'entendez? Très bien, merci. On vous écoute. Merveilleux. Tant qu'à investir 10 millions dans des pistes cyclables, est-ce que vous allez créer un règlement municipal qui oblige les cyclistes à emprunter les nouvelles pistes cyclables? Un règlement municipal pour obliger les cyclistes à emprunter les pistes cyclables?
Pourquoi? Parce que vous dites qu'il y a des gens qui n'utilisent pas toujours les pistes cyclables, qui se promènent dans les voies réservées aux automobiles, c'est ça? Exact. OK. Ben, En fait, c'est écoutez, parce que le cycliste peut se promener dans la rue comme il veut. Ben, ça serait oui. plus de savoir si tant qu'à investir 10 millions, on peut créer un règlement municipal qui obligerait le cycliste à emprunter la piste cyclable. Ben, écoutez, c'est une bonne suggestion. Il y a des élus qui sont là, probablement, qui vont prendre la question en note. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent Ben, je donner peux une opinion là-dessus. réagir. Je Oui, peux M. réagir Deschamblais. très rapidement, Monsieur Tessier. En fait, selon le Code de la sécurité routière de Québec, les cyclistes ont le droit de rouler sur les routes, toutes les routes du Québec, à l'exception des autoroutes ou des endroits bien spécifiques, là. Donc, c'est pas notre possibilité ni notre intention de réduire les vélos à aller sur seulement les pistes cyclables. Ben, c'est pas de réduire, là. C'est que si, mettons, moi, je roule sur Hochelaga, puis il y a une piste cyclable qui s'offre à moi, puis que j'essaie de rouler dans la rue, pourquoi il ne pourrait pas avoir un règlement municipal qui dit qu'il faut que tu utilises la piste cyclable? En effet, je pense qu'il faut encourager les bons comportements. Toutefois, je ne crois pas que les villes aient les outils légaux nécessaires pour interdire une telle chose. Mais vous avez bien raison. Je pense que dans une optique de bonne cohabitation entre piétons, cyclistes et automobilistes, quand il y a une piste cyclable, on veut encourager tout le monde à prendre la piste cyclable le plus possible. Fait que Merci dans le beaucoup. fond, s'il n'y a pas de règlement, on va laisser faire, bref. Puis je voulais savoir, est-ce que vous allez profiter de cette occasion pour mettre des parcomètres en bordure de route? Des parcomètres en bordure de route. Peut-être pour M. Godefroy, cette question. Oui. Ben, je laisserai peut-être les personnes de l'arrondissement répondre à cette question-là. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'arrondissement qui peuvent peut-être, comme je disais tantôt, il est possible qu'on n'ait pas toutes les réponses aux questions de ce soir. Donc, si c'est le Oui, cas, ben, oui, je peux répondre pour oui, Madame Parent, l'arrondissement. bonsoir. Merci Hochelaga Maisonneuve. C'est à définir en ce moment là, à l'étude. Une fois que le projet sera implanté, là, on va regarder un peu comment que le stationnement est utilisé, là, puis on pourra agir aux besoins. Excellent. Merci beaucoup, Madame Dufour, pour votre question. Merci également, Madame Parent, pour votre précision. Benoît Gressard, maintenant, qui a la main levée. Si vous voulez bien activer votre micro, s'il vous plaît, on aimerait vous entendre. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Très bien. En fait, ma question a plusieurs volets. Moi, je suis un usager des transports collectifs et aussi du transport actif, beaucoup de jogging. Ce qu'on observe souvent, le problème, c'est une problématique de cohabitation entre les différents usagers, voitures, vélos et piétons. Euh, Il y a un point que Madame Dufour soulevait, les vélos prennent souvent les trottoirs. Ça, c'est un gros problème, euh, en ayant des présences à proximité de pistes cyclables. Tout à l'heure, durant votre présentation, qui était quand même relativement très bien montée et explicite, vous avez mentionné que la motivation du tracé était basée sur des nombres d'accidents. Avez-vous effectué des analyses causales démontrant les causes fondamentales des accidents? Parce que j'ai l'impression que des fois, peut-être qu'en mettant des systèmes de feu, euh, des feux qui permettraient le respect avec des amendes automatiques sur les automobilistes diminuerait grandement le danger. Avez-vous évalué cette situation, hein? Merci, M. Gressard. Peut-être François, dans la Oui, construction du ben, projet, oui? je peux y aller, puis les collègues pourront compléter, mais effectivement, il y a deux éléments. Pour ce qui est de l'analyse des accidents, oui, on le fait. On regarde effectivement c'est quoi les différentes causes. Comme vous voyez tout à l'heure, on a le détail de est-ce que ce sont des décès, etc., ou des blessés graves, etc. Et on a pour certains cas les différents mouvements, voire même dans certains cas aussi, on peut avoir des rapports de police. Ça, on les a pas tout le temps, mais des fois, on les a. Donc, on peut voir la raison des accidents. Je dirais que statistiquement, c'est souvent les mêmes raisons qui reviennent un peu tout le temps, notamment les virages à gauche qui sont problématiques, certains virages à droite qui sont problématiques. Donc ça, on les connaît de façon générale, mais on l'analyse dans le cadre des projets. Donc c'est vraiment un élément de réponse. Pour ce qui est des radars automatiques, etc., il faut savoir qu'il y a quand même une bonne part de la compétence qui revient à Québec, qui revient donc vraiment au ministère des Transports et que la ville n'a pas les pleins pouvoirs pour pouvoir implanter comme ça des systèmes avec des systèmes de radars photo. Vous pouvez suivre la presse, il y a des demandes qui sont faites d'ailleurs à ce sujet-là par les élus. Donc, on n'est pas souverain là pour ça. Donc, on ne peut pas faire comme ça des amendes aussi simplement. Donc, pour l'instant, c'est pas prévu qu'il y en ait, en tout cas, dans ce projet-là.
Merci Je vous remercie. François. Oui, bon, ouais, ben, merci M. Gresson pour votre question. Écoutez, on va revenir aux questions qu'on a reçues à l'avance en préparation pour cette soirée. Donc, question de Mme Donia Zahir. Qu'allez-vous faire de la borne pardon, de recharge et du manque de stationnement sur Hochelaga pour les résidents? Peut-être François toujours? Je Oui, peux me lancer. C'est allez-y. Rénal Maher-Poitras. Oui, Merci, bonsoir, M. Madame Poitras. Zahir, pour la question. Pour ce qui est de la borne de recharge, ben, elle va être prise en charge justement dans le cadre du projet. Donc, elle va être déplacée sur une rue transversale. Pour ce qui est du manque de stationnement sur Hochelaga, ben, comme il a été mentionné plus tôt, là, le choix d'aménagement est de garder les voies de stationnement sur Hochelaga. Donc, ces places de stationnement-là qui sont retirées, on les retire surtout au niveau des intersections là, pour assurer une bonne visibilité à tous les usagers et pour la sécurité de tous. Donc, en somme, là, c'est une perte de stationnement qui est modérée là, sur la rue. Parfait, merci, M. Maher Poitras. Autre question maintenant de Nicolas Champagne, cette fois-ci. Est-ce que ce projet pourrait être annulé si un changement de parti a lieu après d'éventuelles élections? Question peut-être pour François Godefroy. Ben oui, alors effectivement, non, le contrat sera pas annulé. Le contrat, en fait, est en cours. Les travaux vont commencer comme notre collègue Amine vous l'a présenté tout à l'heure. Donc, les travaux seront complétés lors de la période électorale et des élections. Donc, il n'est pas prévu qu'il y ait marche arrière. Excellent, parfait. Je vais demander à Rénald Maher Poitras de revenir. Audrey Dionne qui veut savoir, est-ce qu'il y a un plan démontrant la localisation des espaces de stationnement qui seront supprimés? Est-ce qu'on peut voir ça quelque part? Rénald. Pour l'Agence de mobilité durable, on n'a pas de plan formel qui montre ces espaces de stationnement supprimés. Mais comme on a mentionné, là, on estime environ 30% le nombre de places retirées dans le cadre du projet. Parfait, merci pour cette précision. Monsieur Maxime Mascolo, maintenant, qui veut savoir, est-ce que vous avez pensé que le trafic, avez-vous pensé que le trafic de Hochelaga qui prend du Havre pour aller vers le sud va utiliser la rue Gascon à la place? Est-ce que les gens vont peut-être bifurquer là, vers Gascon? Euh, Question peut-être pour François, toujours au niveau de la conception? Ouais, ben, premier élément de réponse, effectivement, on a regardé, on avait fait des analyses de circulation pour voir un Oui. petit peu les reports de trafic dans les différentes rues. C'est sûr qu'il y a une différence aussi entre les études de circulation qu'on fait et la réalité. Donc là, ce qu'on fait dans des cas comme ça, c'est que c'est certain qu'on va faire de l'analyse post-implantation pour valider un petit peu les comportements. Et puis, s'il y a des problématiques, on va ajuster certains éléments. Il n'est pas prévu pour l'instant qu'il y ait des enjeux majeurs sur la rue Gascon. On a justement déjà regardé avec la STM pour des parcours, par exemple, alternatifs via Iberville. Donc, c'est analysé, ça a été documenté. Maintenant, on sera toujours après l'implantation là en mode réaction si jamais il y avait quoi que ce soit qui se produisait. Parfait, merci beaucoup. Oui, Peut-être, Pierre, excusez-moi, en oui, complément de ce que allez-y. disait, oui, en complément de ce que disait François, je suis Christophe Ripaud de l'arrondissement Ville-Marie. On prévoit aussi des interventions sur la rue Gascon et puis les trois autres rues qui sont à l'est de la rue des Gascons pour changer les sens de circulation, pour éviter justement ces reports de circulation dans les rues locales. Donc, au sud de la rue de Rouen, entre la rue de Rouen et la rue Ontario, il y aura des changements enfin, il est prévu des changements de sens de circulation pour justement éviter l'effet de la question qui était posée. Excellent. Merci beaucoup, M. Ripaud, d'être intervenu au vol, comme on dit. Donc, Alexandre Devaux, on va revenir avec les questions là, qui nous ont été posées ce soir dans le module questions et réponses. Alexandre Devaux qui dit 2029 là, pour la section entre l'autoroute 25 et Dixon. Pourquoi pas plus tôt? Nous aussi, notre secteur a besoin d'apaisement, pardon, et de verdissement. Peut-être François, encore une fois, pour vous? Oui, ben, effectivement, on est très conscient des besoins. Là, c'est vraiment pour ça que l'axe est identifié au complet. Par contre, comme on dit tout à l'heure, il y a des enjeux de coordination avec des projets, et notamment des grands projets, donc le projet Assomption-Souligny et d'autres projets qui sont vraiment sur tout l'ensemble du parcours. Donc là, pour ce secteur-là, on doit vraiment attendre que ce soit plus en 2029 pour pouvoir le réaliser. Mais c'est vraiment le besoin, et effectivement, vous avez raison, est très, très criant aussi dans ce secteur-là. Effectivement, oui. Merci beaucoup, François. On va revenir avec Amine Saïdi maintenant. Une question de Benoît Nicole. Je trouve l'échéancier un peu long, très long même. Pourquoi autant de temps si vous nous dites que ce sont des aménagements en signalisation, peinture, bollard, qui sont plus rapides à faire? Pourquoi ça prend autant de temps?
Oui, bonjour, merci pour la question. Donc, l'échéancier qui est d'environ 7 mois est principalement dû aux travaux civils. Donc, ces travaux comprennent les aménagements des quais aux 2 stations de métro. Nous avons aussi la réfection de rues aux endroits où les futurs quais, en fait, où les quais seront aménagés. Nous avons aussi des structures souterraines pour feux de circulation, l'aménagement d'îlots centraux, etc. Donc, c'est vraiment la portion civile qui prend en fait autant de temps pour la réalisation. En effet, les travaux de marquage et bollard, ce n'est pas les travaux qui nécessitent le plus de temps à réaliser. Voilà. Merci, Amine. Dernière question maintenant dans celle qu'on a reçue par écrit. Puis ensuite, on va aller vers M. Gaudreau qui a la main levée. Rosemary Pete qui demande, qui dit en fait, bonjour, nous vivons au coin de la rue Desjardins du boulevard Hochelaga. Il y a des voitures qui circulent fréquemment sur la piste cyclable de la rue Desjardins en tournant à droite à partir de Hochelaga, surtout le soir. Est-ce que la piste cyclable qui sera aménagée sur Hochelaga va permettre de sécuriser l'accès à celle qui est sur Desjardins? Peut-être question de conception pour François, ça, là-dessus? Peut-être Hugo, peut-être. Oui, Hugo oui, aussi, ben, peut-être, oui, Hugo, oui. Exact. Euh, il y a certainement la signalisation qui pourrait être ajoutée pour empêcher les gens, ou en tout cas indiquer aux gens de ne pas circuler sur la voie cyclable sur Desjardins. Le fait de réduire le nombre de voies de circulation sur Hochelaga, ça va vraiment venir, ben, premièrement, ralentir les gens, mais aussi faciliter la gestion des intersections. Donc, il n'y a pas de mesure particulière là, qui était prévue, outre la signalisation puis le retrait de voie de circulation. Mais si la situation ben, persiste, là, je vous inviterai à en parler au 3-1 là, à votre arrondissement, puis les mesures pourront être prises là, en réaction à ça, si la situation se poursuit après l'implantation de la voie cyclable. Merci Hugo. Je vois qu'il est déjà 20h20. Il y a plusieurs personnes qui nous ont envoyé des questions. On a reçu également plusieurs questions à l'avance. On va essayer de composer avec le temps qui nous reste. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va créer un document questions-réponses avec toutes les questions ce soir, même celles qui n'ont pas été répondues. Donc, rassurez-vous, là, si votre question n'est pas posée ce soir, elle sera incluse dans le document qui vous sera envoyé dans les prochaines semaines. On va revenir maintenant aux questions des gens qui veulent intervenir de vive voix. M. Gaudreau, je pense que tantôt, vous avez levé la main pour poser votre question. J'espère que votre micro fonctionne. M. Gaudreau? M. Gaudreau, est-ce qu'on a encore un problème de micro? Ben, ça ne va pas bien ce soir, M. Gaudreau. C'est 2 fois qu'on tente de vous entendre. Peut-être, je ne sais pas si votre micro est activé là, sur votre ordinateur ou votre tablette. Ben, écoutez, on va se réessayer plus tard, là. Je ne vous oublie pas, comme on dit. On va enchaîner avec une autre question, cette fois-ci de M. Beaulieu, qui avait. M. Gaudreau, est-ce que. Non, ça va. Bon. On va revenir à M. Gaudreau un peu plus tard. M. Beaulieu, vous avez déjà posé une question, mais je vais en concéder une deuxième. Oui, merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, très bien, merci. C'est bon. Quand vous dites 30 des places de stationnement là, en moins, OK, qui seront enlevées par rapport au réaménagement de la rue Hochelaga, ça veut dire combien en chiffres, ça? Parce que moi, pour 1500 places, admettons, de stationnement, 30 c'est 450 places de stationnement. Ça, pour moi, ça me dit des choses. Mais pour beaucoup de monde, ça ne dit rien. Pour vous, le pourcentage, ça vous dit rien. Vous voulez avoir un nombre plus précis, là. Oui, un nombre. Oui, d'accord. Ben oui, je pense que j'ai bien compris votre question. Conception de projet, peut-être, de stationnement, François ou Hugo? Ben, je peux y aller. En fait, le chiffre est appelé à changer parce que les aménagements ont été, jusqu'à la fin, là, les plans ont été modifiés. On n'a pas de chiffre exact. Si le chiffre est connu au moment qu'on va faire le question-réponse, on va l'inscrire. Donc, restez à l'affût là, de l'émission de ce document-là, question-réponse. Mais aujourd'hui, le chiffre exact, on ne pourra pas vous le donner, malheureusement. Bon, ben parfait, merci Hugo. Ben, écoutez, ça sera dans le document questions-réponses qu'on va vous envoyer. Dernière question maintenant, avant qu'on revienne aux questions qu'on a reçues à l'avance et les questions qu'on a reçues ce soir. On me dit qu'on a 10 minutes de plus, donc on va finir vers 20h40 ce soir, compte tenu du nombre de personnes et du nombre de questions. Vous êtes très nombreux et on l'apprécie. Christian Jacques, est-ce que vous voulez activer votre micro, s'il vous plaît? Oui, est-ce que ça... Jacques? Oui, on vous entend. Oui, moi j'ai des réserves par rapport au bollard
par exemple, sur la rue Marseille, que moi j'utilise souvent à l'est, là, les simples bollards sont souvent arrachés et l'entretien laisse à désirer. Là. Depuis plusieurs mois, je fais des appels au 3-1 pour que les bollards soient tu sais, qu'il y ait un entretien qui se fasse, mais c'est très lent comme entretien. Il y a souvent des longs tronçons qui n'ont aucun bollard qui a été réinstallé là, suite à l'arrachage. Je me demande pourquoi on ne pose pas des bordures de ciment préfabriquées partout le long de la piste. Euh, Écoutez, François, peut-être? Je peux commencer, puis Hugo pourra peut-être compléter, mais au Excellent. niveau de l'entretien, etc., faut déjà savoir qu'en début de saison, comme ça, les équipes d'entretien sont vraiment très, très sollicitées pour justement remettre tout le mobilier en état, mais aussi, il faut remarquer toute la rue, toute la ville, il faut déblayer, il faut laver, donc il y a beaucoup de choses à faire, donc ça peut prendre effectivement un certain temps. Sinon, pour ce qui est des vissés, des blocs comme ça, on peut le faire, ça dépend des cas de figure, parce que ça, encore une fois, avec les enjeux de déneigement, ça tient pas toujours très bien. Donc là, c'est selon les types de projets, on va l'adapter. Des fois, on va couler des mailles, ça dépend encore de la portée du projet, est-ce qu'on refait toute la rue ou non. Donc les interventions dans la conception sont vraiment travaillées par les concepteurs selon le projet qu'on a. Mais je sais pas si Hugo, tu as plus de compléments à donner Oui, aussi. ben, il faut savoir que c'est 2,5 km le tronçon qui va être aménagé cette année. Ça serait très long si on devait faire des aménagements euh, de bordure là, tout le long du tracé. Donc, il y a dans la portée du projet, quand on voit c'est quoi la portée du projet, il y a vraiment des compromis qui doivent être faits. Si on, c'est le, Même moi, le rêve, ce serait d'avoir des pistes à mi-niveau tout le long là, de Hochelaga et notamment, mais aussi de tous les autres projets. Euh, pour permettre de faire des projets si longs, là, puis il y en a d'autres sur le territoire là, cette année. Pour se permettre de faire d'aussi longs projets, ben, il y a des compromis qui doivent être faits. Dans le cas de Hochelaga, les tronçons sont assez courts, donc il va y avoir des bordures aux intersections. Il y aura certainement justement entre les deux des bollards qui vont être sur la chaussée. On est au courant des problématiques, donc on est toujours en coordination avec les arrondissements pour l'entretien, mais on sait que c'est un enjeu, mais c'est aussi une question de compromis là, quand on conçoit les projets pour se permettre de faire des projets partout sur le territoire. Donc, merci. Parfait. Merci beaucoup, Hugo, pour cette précision. Question en anglais maintenant, la première de ce soir. Donc, Matthew Fisher. Given St. Mary is built on a hill, cars drive quickly down the hill from Sherbrooke towards Hochelaga. Donc, considérant justement que la rue Sainte-Marie est construite sur une pente descendante, les voitures descendent souvent plus rapidement là, sur Sherbrooke en direction de Hochelaga. What are you implementing to ensure cars are not speeding down the hill where there may be more bicyclists or pedestrians? Donc, qu'est-ce que vous avez prévu là, d'implanter pour s'assurer que les voitures n'accélèrent pas trop en descendant la côte, là, parce qu'il y a évidemment plusieurs cyclistes, plusieurs piétons qui sont en bas de la côte. Donc, peut-être François, encore une fois. Pareil, je peux commencer. Au niveau de juste des différents aménagements comme ça, il faut savoir que l'arrondissement, par contre, des fois, va faire par exemple, toutes sortes de dodanes pour pouvoir ralentir dans la pente ou dans les différents éléments. Par contre, c'est pas évident les pentes, justement, pour les dodanes, parce qu'on veut pas, on peut pas, à cause des enjeux de vitesse, d'autres enjeux techniques, les mettre dans ces secteurs-là. Donc, ça peut être vraiment différentes choses qui vont être implantées. Si c'est des rues locales, par contre, c'est vraiment de la compétence des arrondissements de s'en occuper. Ils vont implanter, donc, comme je dis, différents éléments. On a, nous, aux intersections aussi, par contre, des fois des saillies, des choses comme ça qui vont aider à réduire la place et la largeur de la chaussée pour s'assurer que les gens réduisent la vitesse à l'approche des intersections. Mais Hugo, je te laisse aussi compléter si tu veux. Tout à fait, la réponse est bien complète. Comme tu disais, aux intersections, les saillies, donc les avancées de trottoir, les îlots, tout ça, c'est des aménagements qui réduisent le rayon de virage, donc le rayon avec lequel le véhicule peut faire son virage. Puis plus le rayon est petit, plus c'est inconfortable de faire de la vitesse en virage. Donc, euh, effectivement, la rue locale, c'est de compétences d'arrondissement, puis ça fait pas vraiment partie du projet, sauf que les intersections vont être beaucoup plus apaisées, notamment via des saillies virtuelles, les aménagements en béton, là, type îlot et refuge. Donc, les gens en virage vont ralentir, puis même en tout droit, la grosseur de la rue va faire que les gens vont rouler moins vite là, à ces endroits-là.
Parfait, merci Hugo. Autre question maintenant, en fait, celle de Mme Angie Kim Bigra. En fait, c'est plus un commentaire, mais on va demander quand même à Amine de commenter. J'habite sur la rue P9, coin Hochelaga, depuis 2023 que nous sommes dans les travaux. Et elle est inquiète. Donc, l'ajout de ceux-ci m'inquiète. Est-ce qu'on peut la rassurer que ça ne créera pas trop d'impact dans son environnement? C'est Oui, Amine? oui, bonjour et merci pour votre commentaire. Donc, le phasage des travaux du CMD Hochelaga sont harmonisés avec les travaux du SRB P9. Nous avons eu plusieurs rencontres de coordination avec les équipes de projet. Donc, justement, c'est pour ça que, en fait, c'est une des principales raisons pour laquelle nous avons décidé de faire le phasage du projet de l'ouest vers l'est. Justement parce que, en fait, les intersections Rouen et Ontario seront fermées pour le projet P9 jusqu'à, je pense, octobre. Euh, donc là, la séquence permet en fait, de laisser passer le débit véhiculaire sur la portion est du projet Hochelaga pendant la fermeture de Rouen et Ontario pour le projet P9. Donc, pour vous assurer, oui, nous avons bien coordonné le phasage des travaux des deux projets. Parfait, merci. On aime entendre ça. Question maintenant de 4 personnes, en fait. Mme Louise Brazeau, Mme Marie Laplante, Mme Véronique Melançon et Mme Marlène Roy. Donc, 4 questions, 4 personnes. Première question, qu'est-ce qui justifie d'ajouter une piste cyclable sur la rue Hochelaga alors que l'axe Est-Ouest est déjà bien desservi? François. Oui, ben alors on en a parlé effectivement au début de la présentation. Le premier élément, c'est vraiment la continuité de l'axe. C'est vraiment l'axe continu entre Folum et la 25. Donc, ça permet d'avoir vraiment un lien sécurisé complet. L'autre élément qu'on avait précisé, c'est vraiment la desserte. Donc, toutes les écoles qu'on peut desservir, les générateurs de déplacement, les points d'intérêt, les lieux de culte. Donc, c'est vraiment un axe stratégique là dans la desserte. Et puis, le dernier élément, parce que c'est une composante vraiment importante, on en parle depuis tout à l'heure, la sécurité. C'est vraiment important dans ce projet-là. On vient vraiment sécuriser, apaiser la rue. On le disait, c'est une rue extrêmement accidentogène. Mhm. Donc, le projet vient vraiment combler ça également. Donc, c'est vraiment ce choix-là qui a été fait. Et puis, vous pourrez revoir la présentation si vous n'avez pas eu le temps, mais au début, on montrait la discontinuité des axes également. François, je garde avec moi pour les 3. Oui, avez-vous fini? Oui. Oui, Monsieur Tessier, si je peux juste Oui, compléter allez-y, aussi, M. c'est Desablais. depuis 2017, dans nos consultations avec les citoyens dans le cadre du plan local de déplacement, l'axe Hochelaga, tant pour sa sécurisation que créer de meilleurs transports actifs Est-Ouest sont en demande, là. Donc, ça fait 8 ans que c'est demandé par des citoyens lors des consultations du plan local de déplacement aussi. Merci, Monsieur Excellent. Tessier. Ben, merci pour cette précision-là. C'est bien apprécié. J'enchaîne maintenant avec les autres questions là, de Mesdames Brazeau, Laplante, Melançon et Roy. Deuxième question, avec la piste cyclable sur Notre-Dame et la voie partagée sur Rouen, en quoi un troisième axe parallèle est utile sur Hochelaga? Oui, bah alors également, je peux répondre à cette question-là. Donc, au niveau de la rue de Rouen, on en a déjà parlé, mais c'est pas, les aménagements qui sont sur de Rouen sont des chaussées désignées. Donc, c'est des aménagements qui permettent aux vélos de circuler de façon partagée avec la circulation, mais ils sont pas protégés. L'autre élément, c'est comme on en a parlé tout à l'heure, lors de la période estivale, la piétonisation fait en sorte qu'il y a quand même un report, notamment des bus, de la circulation sur cette rue-là, ce qui fait qu'on ne souhaite pas encourager tous les vélos de s'ajouter dans cette rue-là. Pour ce qui est de la rue Notre-Dame, c'est une piste cyclable qui est quand même assez vieille. Ça fait longtemps qu'elle est implantée et elle répond pas aux mêmes besoins. C'est vraiment un axe est-ouest, un peu longue distance. On dessert un petit peu moins bien les quartiers, on dessert moins les générateurs de déplacement dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est une bonne piste cyclable complémentaire, dessert du centre-ville, dessert de d'autres secteurs. Mais pour vraiment le cœur du quartier, l'axe Hochelaga est plus approprié. Parfait. Autre, dans le même esprit, là, des questions. Là, pourquoi justement cette artère-là, dont on parlait tantôt là, sur Notre-Dame avec la voie partagée sur Rouen, pourquoi cette artère régulièrement congestionnée dans son état présent alors que toutes les rues parallèles ont déjà des pistes cyclables? Oui, ben, non, je ne veux pas me répéter trop, mais comme on en a Ouais. parlé, c'est vraiment, c'est pas les mêmes aménagements qu'on a. Et comme on disait, donc au nord, Rachel, c'est une piste qui est interrompue par de Maisonneuve. Et au sud, comme je viens de vous le dire, au niveau de Rouen ou de Notre-Dame, c'est pas tout à fait la même vision d'axe. Donc les autres rues n'ont pas d'aménagement comme on va avoir sur la rue Hochelaga et on n'offre pas la même continuité. Parfait. Il y a M. Gaudreau, tantôt, je voyais qu'il y avait la main levée, qui a plus la main levée, mais en fait, bref, peut-être, si jamais vous n'arrivez pas à vous connecter, peut-être nous envoyer votre question dans le module questions et réponses. On revient aux questions qu'on a reçues ce soir par écrit. Donc, Caroline Rochon, vous mentionnez l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
pour les usagers et les citoyens ayant besoin en accessibilité liée à une limitation visuelle, quelle consultation avez-vous eue pour bien adresser ces enjeux qui se démarquent justement de ceux pour la mobilité réduite? Ben, je peux y aller. En fait, les aménagements comme tels qu'on fait, par exemple, pour les arrêts d'autobus, sont accessibles universellement. Ça, c'est des consultations qu'on a avec le CCAU, Comité consultatif en accessibilité universelle. Donc, c'est des aménagements qui sont développés en collaboration avec différents organismes pour s'assurer que c'est universellement accessible. Puis, comme ma collègue Muriel disait tout à l'heure, pour des questions plus précises en termes de feux sonores, ben ça, c'est en collaboration avec l'Institut Braille là, que c'est fait. Donc, quand il y a des demandes, c'est analysé, puis on voit le besoin, puis on voit à quel endroit en mettre. Donc, c'est c'est ça, il n'y a pas, outre ces deux canaux-là, il n'y a pas de consultation particulière, mais s'il y a des besoins, on vous invite à nous en faire part, là, soit par le 3-1 ou via les numéros de téléphone ou les adresses qui ont été partagées. Puis, on pourra voir s'il y a des aménagements qui sont requis là, sur votre trajet. Excellent, merci Hugo. On va revenir, M. Gaudreau, j'espère que ça va fonctionner cette fois-ci. Est-ce qu'on peut activer son micro? Le micro semble activé. Est-ce que le vôtre l'est bien? En régie, je sais que ça a été fait. Est-ce que vous nous entendez? Mais écoute donc, on n'est pas dû pour se parler ce soir, M. Gaudreau. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez envoyer votre question dans le module questions et réponses si vous voulez absolument intervenir. Ah, est-ce que vous m'entendez là? Non. Écoutez, pas parce que je ne veux pas, mais je pense que la technologie ne veut pas qu'on se parle ce soir ou qu'on vous entende. Encore une fois, vous pouvez envoyer votre question dans le module questions-réponses. On va revenir maintenant aux questions qu'on a reçues justement dans le module questions-réponses. Dominique Bourret veut savoir combien de temps vont durer les travaux pour le segment A. Monsieur, peut-être Amine, là, vu que ça concerne les travaux. Oui, bonjour. Je pense qu'on se réfère à la diapositive dans laquelle on voyait les étapes Ouais. 1 à 5. Si on parle du premier tronçon qui est sur Hochelaga, écoutez, nous n'avons pas l'échéancier détaillé pour le moment, mais on vous reviendra avec ce détail dès que possible. Ben, on est au début, c'est normal qu'on n'ait peut-être pas Ouais. toutes ces informations-là tout de suite. Nicolas Costa, maintenant, qui veut savoir, bonjour, je vous garde avec moi, Amine, parce que la prochaine question est aussi pour vous. Donc, bonjour, la rue Hochelaga présente de nombreux nids de poules sur toute sa longueur. Pouvez-vous nous indiquer si une réfection du pavage est envisagée? Oui, bonjour. Merci pour la question. Donc, dans le cadre du projet CMD Hochelaga, des corrections seront faites sur tout ce qui est piste cyclable pour la rendre sécuritaire. Et l'entretien de la chaussée sera fait par la ville dans le cadre des programmes d'entretien pour les nids de poules. Il y aura aussi des programmes de PCPR qui seront faits dans d'autres projets. Aussi dans le cadre de nos travaux, donc tout ce qui est, travaux civils, installation ajout d'îlots ou aménagement des quais aux stations de métro, on en profitera en fait pour faire la réfection de chaussée à ces endroits. J'espère que ça répond à la question. Ben, merci beaucoup, Amine. Question maintenant de Annick Patriarca, qui veut savoir, bonjour, merci pour le projet. Y aura-t-il des SAS vélos pour permettre aux cyclistes de tourner? Donc, peut-être François là-dessus? Non, je vais y aller. Y Merci, aller, Monsieur oui. Tessier. Oui, ben donc c'est des SAS, là, c'est des aménagements en peinture vert aux intersections. Ben, à toutes les intersections où la rue Hochelaga croise des voies cyclables perpendiculaires. Là, donc, je pense justement à Du Havre ou à Chambly, il y aura ou Bourbonnière, par exemple, il y aura des SAS vélos qui sont prévus pour permettre de montrer aux gens où attendre pour effectuer le virage, notamment. Donc, la réponse simple, c'est oui, il y aura des SAS vélos là, prévus aux intersections avec des axes cyclables transversaux. Et SAS vélo, c'est pourquoi? C'est un acronyme, ça, SAS? Ou, Non, ça, c'est comme un SAS d'entrée. C'est Ah, vraiment ça, OK, dans ouais, OK, c'est dans une cet peinture esprit-là. verte là, Parfait. sur Oui, la oui. chaussée. Parfait, je comprends. On va prendre deux dernières questions, puis on va se quitter après parce qu'il est 20h38. Donc, Marilyn Dubois qui veut savoir, là, en réduisant des voies sur Hochelaga, comment allez-vous gérer la circulation qui déborde déjà sur la rue Désirée et qui est un lien assez préconisé par les véhicules nord vers le sud, un des seuls liens entre Angus et Hochelaga. Comment est-ce qu'on va arriver à faire ça?
Je peux y aller pour Oui, répondre pour l'arrondissement. parfait, Véronique. Oui, donc on est déjà en communication avec le SUM par rapport aux liens cyclables existants sur des éries et puis voir comment le faire connecter à le lien cyclable sur Hochelaga. Donc, c'est en processus. Parfait, merci. La dernière question, comme je l'ai dit, même si vous avez envoyé des questions, là, sachez qu'on va y répondre dans le fameux document questions-réponses qui vous sera envoyé au cours des prochaines semaines, le temps qu'on collige toute l'information et toutes les questions. Dernière question, le mot de la fin sera Armelle Dutournier. Donc, elle dit, le marquage au sol des traverses piétons et lignes d'arrêt disparaissent après chaque hiver. Quelles sont les solutions pérennes que vous envisagez justement pour les garder un petit peu plus longtemps? Peut-être pour l'arrondissement ou pour M. Godefroy? Je peux répondre, mes collègues pourront compléter, mais Oui. en fait, c'est vraiment le gouvernement du Québec qui a demandé en fait que les municipalités utilisent de la peinture à l'eau. Donc, depuis quelques années, c'est une peinture différente qui est utilisée, puis qui est effectivement moins performante que certains autres produits qui étaient utilisés auparavant. Donc, on doit faire le remarquage assez régulièrement, donc à chaque année. Il y a je sais que la STM a certains droits là, pour les voies réservées, mais vraiment c'est vraiment un requis provincial d'utiliser de la peinture à l'eau. Donc, c'est un produit qui doit être remarqué à chaque année, malheureusement. Euh, Si je donc, peux compléter pour oui. l'arrondissement, mais on regarde aussi pour faire les traverses piétonnes non protégées en traverse avec thermoplastique. Donc, c'est un procédé différent du marquage à l'eau, mais selon les coûts associés à ce projet-là, là, c'est quelque chose qui est envisagé à l'arrondissement. Merci à Hochelaga Maisonneuve. Merci beaucoup, Mme Parent. Merci, Hugo, également. Merci à François. Merci, Amine, tous les gens qui sont intervenus pour ces réponses-là. Ben, écoutez, ceci met fin à notre séance d'information de ce soir au nom de toute l'équipe du projet d'aménagement des voies cyclables sur les rues Hochelaga et du Havre dans les arrondissements de Ville-Marie, Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. Je tiens à vous remercier. Je tiens à remercier également tous les gens. Vous étiez nombreux, plus de 110 ce soir qui étaient avec nous. Donc, on vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que la présentation a été enregistrée et elle sera disponible dans les prochains jours sur le site de la Ville de Montréal, donc montréal.ca. Vous recevrez également par courriel dans les prochaines semaines le document qui vont rassembler toutes les questions et les réponses auxquelles j'ai fait référence à quelques reprises ce soir. Et vous retrouvez également dans ces questions-là toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre ce soir. Et je vous rappelle deux informations importantes à prendre en note, là. Le numéro de téléphone là, à poser pour poser vos questions pendant les travaux, 514-872-3777, c'est le numéro à retenir, ainsi que info-travaux@montréal.ca pour poser vos questions par courriel. Et pour ceux que ça intéresse, ben, écoutez, le match de hockey, c'est 2-1 pour Washington, malheureusement. Il reste encore, on est à la deuxième période, donc on espère que le Canadien va se démarquer ce soir pour les amateurs de hockey. Alors voilà qui complète cette soirée d'information. Merci beaucoup à tous les élus également qui étaient avec nous, Mme Moserol, M. Lessard-Blais. Merci d'avoir été là. Merci à vous également, citoyens et citoyennes, d'avoir été des nôtres et d'avoir été si nombreux à poser des questions. C'est bien apprécié. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.